fais ce boulot alimentaire depuis 10 ans, et au fond de toi, cette petite voix qui te dit, tiens, j'ai un rêve, je veux faire ça. Je veux partir faire un tour du monde, je veux, voilà. Et c'est ça l'agent personnel, c'est ta petite voix qui te dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Mais Le but, c'est ouais, quand même d'avoir 90% des gens qui réfléchissent suffisamment pour être capables de bosser comme des chiens, mais pas trop pour pas se rendre compte qu'en fait ils se font baiser. Et en fait, la vidéo a explosé sur TikTok et mon compte est passé de 0 à 80 000 abonnés. La vidéo a fait 2,3 millions de vues. Elle a été envoyée des milliers de fois. Pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Parce que si t'es trop dissocié, tu peux pas être à l'écoute de toi-même, tu peux pas savoir ce qui est bon pour toi et tu vas forcément t'embarquer dans un chemin qui est pas le tien. ouais. C'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'être dissocié, parce que j'avais pas formulé comme ça. Mais des gens, quand je leur parle, je leur dis, c'est quoi tes rêves? Ils me disent, j'en ai pas. Et les Ils mecs, ils savent ont pas de pas. rêve, quoi. Et j'avais, comment t'as pas de rêve, quoi? Et bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le podcast Légende, où vous allez pouvoir vivre votre légende personnelle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Art Milan, Artie, pour les intimes. Je Ouais. te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, merci pour l'invitation mec, ça fait plaisir. Alors moi c'est Art Milan, mon prénom est bizarre, c'est normal, il n'existe pas. Je suis sur internet surtout sous le nom de Adomeos. Adomeos, ça veut dire vers l'équilibre. Si vous avez déjà vu ma gueule, ça doit être par ce biais-là. Soit sur Instagram, soit sur Ouais, Twitter un petit peu, mais surtout sur Instagram. Sur YouTube peut-être. c'est vrai que Et t'es moi connu, je toi. travaille principalement sur la gestion du stress, bien-être, santé physique et mentale de manière générale, mais plus précisément la gestion du stress. Donc système nerveux, système endocrinien, tout ça. Ce qui m'amène à parler de Ouais, plein de sujets, mais on aura l'occasion d'en parler, je pense. ouais, carrément, carrément. Et écoute, si tu nous parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui fait que t'as réussi à monter un compte? Alors, bon, ça c'est un peu le truc classique que tout le monde te demande, mais peut-être un peu le parcours avant du coup, genre c'est quoi un peu le chemin qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, je vais devenir entrepreneur et je vais suivre ma légende personnelle, quoi. Alors, par quoi je commence? Déjà, quand j'étais gamin, moi j'ai grandi en pleine campagne, vraiment en pleine campagne, dans une grande baraque au milieu de la forêt. Donc, je voyais pas grand monde. Mes occupations, c'était aller dans la forêt, aller attraper des grenouilles et cueillir des champignons, tu vois. Donc, disons que j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me posais déjà pas mal de questions un peu métaphysiques étant gamin. Je me souviens très bien que je me posais sans arrêt la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi on vit, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut bien foutre. Des trucs que tu te poses en général plus tard dans la vie. Et, Ouais. euh, et j'avais tout le temps envie d'avoir les meilleurs trucs, de faire des trucs les plus fous, d'avoir de la thune pour dépenser dans les meilleurs trucs. Et mes parents me disaient tout le temps, ma mère me disait tout le temps que bah, ça allait pas être facile, qu'il allait falloir bosser parce que j'étais tout ce que je voulais ça coûtait une blinde, tu vois. Et du coup, Ouais. mais j'étais un énorme branleur. J'étais un énorme branleur. En fait, j'ai toujours tout eu quand j'étais gamin. J'ai manqué de rien, un peu trop même. Du coup, j'étais vraiment un branleur jusque assez tard. Mais, euh, mais j'ai quand même assez rapidement, c'était quoi, 2014, on m'a parlé j'ai commencé dans le marketing de réseau comme beaucoup. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, ça m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres moyens de gagner sa vie, de rencontrer des gens, ça m'a fait découvrir des bouquins, ça m'a fait m'intéresser à plein de sujets intéressants, rencontrer du monde. Et j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, 2014, j'avais 20 ans. Donc c'est le moment où j'ai commencé à découvrir que vous pouvez gagner de l'argent sur Internet. À l'époque, dis-toi que il n'y avait pas grand monde. J'étais inscrit, je me souviens, j'étais inscrit à la newsletter de Cédric Anissette, c'était un des seuls qui était dans le Make Ouais. Money sur Internet, tu vois. C'était tout début, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et moi, je commençais comme ça. Sauf que comme j'étais un branleur et qu'en plus je partais dans tous les sens, du mal à me concentrer, je m'intéresse à tout, etc. Je me passionne pour un truc, puis après je passe à un autre sujet, un autre sujet, un autre sujet. Bah, j'ai rien bâti en fait. J'ai tout testé, j'ai parti un peu dans tous les sens, j'ai testé un truc, j'ai foiré, puis j'ai testé un autre truc, puis ça m'intéresse plus, puis j'ai changé, etc. Ça a été ça pendant des années. Euh, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années quand même que je m'intéressais beaucoup à la santé. J'avais commencé à faire du sport très tôt. J'ai commencé à faire du sport en 2009. Enfin, quand je dis faire du sport, c'était faire de la muscu. Ok. Donc j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à Internet, bah, j'avais déjà lu des bouquins sur l'alimentation, je m'intéressais au sommeil, je m'intéressais au sport, je m'intéressais à tout ça. Et au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des couches, tu vois, un peu comme un millefeuille. Euh,
Au début, tu commences à faire du sport, puis tu te rends compte que bah, si tu fais du sport mais que tu dors pas correctement et que tu manges pas bien, bah, tu auras fait des séances de sport pour rien. Donc tu te dis merde, faut que je creuse un peu. Donc tu commences à apprendre. Puis après, tu découvres la psychologie. Puis après, tu découvres les neurosciences, tu découvres la socio. Puis là, tu découvres Frédéric Delavier qui t'envoie sur d'autres sujets. Et je peux t'en citer plein. Des noms comme ça, je peux en citer plein. Mais en gros, Oui. l'idée, c'est que les choses se sont rajoutées petit à petit. Tu vois, ta vision des choses s'élargit. Tu prends de plus en plus de recul. En même temps que de ça, bah, j'ai commencé à m'intéresser à la finance, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie. J'ai eu une grande période de complotiste. J'étais le grand complotiste. Tu vois, je passais des heures et des heures sur YouTube en fumant des joints, à regarder des vidéos de 3 heures sur les pyramides et sur les chemtrails. Tout ce bordel en même temps. Tu vois. Tout ça en même temps. Ouais. Et ma vie, euh, c'était être boulimique de contenu et apprendre plein de trucs dans tous les sujets. Tu vois. Sauf que quand tu fais que ça, tu peux pas bâtir quoi que ce soit. Ouais, il se T'as passe pas le rien, temps quoi. pour Ouais. C'est sûr. construire ton propre truc. Mais ça m'allait très bien parce qu'en fait, bah, j'avais pas besoin, j'étais pas dos au mur, j'ai jamais été dans la merde quand j'étais très jeune. Et donc, je pouvais me permettre en fait d'être un branleur. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18-20 ans, la plupart, ils ont bien conscience qu'ils grandissent dans un monde où on peut pas se permettre d'être un branleur. Mais moi, c'était le cas. Et du coup, Oui. ça n'est qu'à partir de... Alors, pour ce qui est de mon activité à Doméos, ça fait 3 ans que vraiment, je me suis dit, mais là, il y a vraiment un truc à faire. La gestion du stress, le stress, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. J'ai des connaissances sur l'humain qui sont assez globales, qui me permettent d'être capable d'aider à peu près n'importe qui et de lui dire, de lui dire ce qui va pas, ce qu'il pourrait améliorer en fonction des objectifs qu'il va avoir, en fonction de ce qu'il veut être, en fonction de là où il veut aller. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va faire des séminaires, on va faire de la formation sur la gestion du stress en entreprise, auprès des salariés, parce que dans les entreprises, tu as des systèmes de dominance hiérarchique qui fonctionnent très mal avec des gens qui déchargent leur stress les uns sur les autres. En fait, c'est complètement dysfonctionnel et c'est pour ça qu'on a autant de burn-out, autant de gens qui cassent les couilles, qui sont Oui. agressifs et qui sont pas heureux. Quoi. Je rajouterais que, effectivement, il y a aussi une problématique de non-alignement où les mecs font un boulot pour lequel ils sont pas du tout faits. Et Bien donc, en fait, sûr, bah, ça les saoule, ça reprend de l'énergie et bon, bref, bien sûr, bien sûr. discuter. Ah, complètement. T'as des mecs là-bas, bon, il y en a qui sont à leur place, hein. Il y a des accidents positifs, mais la plupart, ils sont pas à leur place et ils se réveillent à 40 ans, ils se disent, mais attends, mais ça fait 15 ans que je bosse, je me fais chier tous les jours, je subis. La seule chose qui me permet de tenir, c'est les bières le soir avec mes potes, la télé, la clope, et mes 8 Ouais, cafés par jour, mais ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et du coup, je voulais faire ça avec un pote qui était pareil, très très calé sur la santé. Sauf que Covid, grande expérience de domestication à l'échelle planétaire, donc mauvais timing, tu vois. Euh, ouais, et finalement, je me suis dit, j'avais déjà une grande expérience des réseaux sociaux, une grande expérience de la vente, euh, du, j'allais dire un peu du closing, parce que j'ai fait du porte-à-porte, ça m'a beaucoup aidé à venir à l'aise avec la vente, avec le refus, avec le rejet, etc. Chose avec laquelle ouais. j'étais pas du tout à l'aise plus jeune. Et donc je me suis dit, vas-y, on va créer du contenu, on va en parler sur Instagram. Sachant que à Et ce juste, moment-là, je te coupe vas-y, je t'en prie. rapidement là-dessus. Mais c'est vrai que cette peur du rejet, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, parce qu'à Bien l'époque, ouais, sûr. enfin, quand on était dans la savane, tu te faisais rejeter, tu mourais, quoi. Euh, Mhm. et on a Complètement. encore vraiment dans l'ADN cette peur du rejet. Et je pense que c'est le plus grand frein pour se lancer pour énormément de gens, quoi. La plus C'est grosse le peur, plus en fait, grand c'est frein. est-ce que je vais réussir à arriver, est-ce que je vais être accepté comme je suis finalement. Complètement d'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que le mec, il va se rejeter tout seul. En fait, au lieu de tester et d'aller et de voir effectivement est-ce que ça marche ou pas, il va se rejeter tout seul en n'y allant pas en fait. Parce que si on se dit bah si j'y vais pas, au moins j'ai pas le risque d'être rejeté. C'est ça, Et et c'est un on schéma est qui se tous répète concernés par ça, mais tant que on y c'est est pas plus ou arrivé moins quoi. sensible. Ça dépend de ce Ouais, que tu as vécu dans l'enfance, en grande partie. Il y a des gens, et ça dépend aussi de ton profil anthropologico-hormonal, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui sont faits d'une constitution qui fait ils sont plus à l'aise avec le conflit, avec la confrontation, avec l'adversité. Et après, en fonction des premières années de ta vie, de ce que tu as vécu, tu vas être plus ou moins à l'aise avec l'abandon, avec le rejet. Moi, j'étais ouais, absolument pas à l'aise avec ça. Quand j'avais 16 ans, mec, quand je suis arrivé à Paris, il y a 16 ans, je suis arrivé à Paris, quand j'étais dans le bus, j'étais tellement pas à l'aise avec ça que j'osais pas dire aux gens de se pousser pour descendre à mon arrêt.
Tu te rends compte? Ah oui, quand même. Tu veux vivre, comment Ah tu oui. peux vivre, Ah comment oui. tu veux développer un business, comment tu veux t'épanouir quand tu es paralysé à ce point parce que pensent les autres, parce que vont dire les autres, c'est invivable, tu vois. Hmm. Donc il y a eu un énorme travail à ce niveau-là qui a duré des années, qui a été personnel en grande partie, qui vient des expériences. Tu vois, quand tu fais du porte-à-porte et que t'as pas le choix et que tu dois aller toquer chez les gens et qu'il y en a qui te chient à la gueule et il y en a d'autres ça se passe très bien et tu vends et en fait ça se passe super bien, bah ton cerveau il comprend que pendant tout ce temps t'as surestimé les enjeux et qu'en fait ta petite Ouais. amygdale au fond de ton cerveau qui déclenche les réactions de stress elle était suractive pendant tout ce temps et que c'était lié aux expériences que tu avais emmagasinées dans les premières années de ta vie et qu'en fait c'est totalement irrationnel et que bah oui comme tu l'as dit le rejet c'est quelque chose qui fait partie de l'humain, c'est quelque chose qui fait partie de notre instinct de survie, parce que qui dit rejet dit être livré à soi-même. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, tu peux parfaitement être rejeté par les gens qui t'entourent et trouver des gens qui sont d'accord avec toi ailleurs, sur Internet ou ailleurs, et t'en sortir. Sauf que consciemment on le sait, mais au fond, nos fonctions cognitives les plus primitives ne le savent pas. Donc il faut leur apprendre. Hmm. Et ça a été un énorme travail. Et ça a duré des années. Et du coup, quand je me suis senti suffisamment prêt, 2019, après 7 mois de voyage dans le monde avec un pote un peu livré à nous-mêmes, à affronter des situations toutes plus compliquées les unes que les autres, je rentre de voyage, j'avais déjà en tête l'idée depuis des années, je crée ma chaîne YouTube, donc je commence à m'exposer. Évidemment, je me prends des moqueries, des remarques, des machins, mais bah les couilles. Ça me fait développer de l'aisance, de la confiance. Euh, un an plus tard, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2020, vient l'idée de créer du contenu sur la gestion du stress. Gestion du stress qui est un domaine que j'ai un petit peu ajouté à mon bagage de connaissances grâce à la méthode Lafay. Je suis un grand adepte de la méthode Lafay. Et de Frédéric Delavier, deux personnes qui ne se supportent pas, malheureusement, alors qu'il y aurait beaucoup à en tirer s'ils essaient de se parler, mais bon, trop d'orgueil, trop de mégalomanie, c'est dommage. Et du coup, j'ai commencé à créer des vidéos, des shorts. J'ai surfé la vague des shorts à partir de début 2022. Et j'ai mis à profit les connaissances que j'avais apprises en termes de copywriting, de persuasion, de communication, grâce à des lectures, grâce à des rencontres, grâce en part... Un mec comme Tugan, par exemple, m'a beaucoup appris en termes de communication, de persuasion. Oui. Il m'a fait sauter quelques verrous, en fait, en termes de pudeur, extrêmement important. Bien que je n'ai pas d'éducation religieuse, Ouais, puis, l'héritage ah, génétique fait que on a des comportements inconscients qui sont ouais. liés aux habitudes religieuses, enfin, aux croyances de nos ancêtres. Ouais, tu dirais tu dirais que ça passe par la génétique, toi? Parce qu'il y a quand Moi, même, je enfin, pense même que si l'environnement aujourd'hui est plus catholique en soi, il y a quand même des traces, enfin, des habitus qui restent qui sont énormes, quoi. Donc toi, tu mettrais absolument, je plus de lien pense. avec la génétique qu'avec l'environnement. En fait, pour moi, je n'oppose pas les deux. Quand je cherche l'origine d'un comportement, je considère que l'explication évolutionniste ne doit pas être opposée à l'explication socioculturelle et que les deux se nourrissent l'une de l'autre, Hmm. que la Oui, socioculture oui, bien va sûr. influencer l'évolution, que l'évolution va créer la socioculture, tout ça est un système, tout ça c'est de la systémique, c'est quelque chose qui se... C'est de la systémique, je n'ai pas besoin d'en Qui se dire plus, mesure. Ouais. c'est quelque chose qui... C'est Oui. pas, il n'y a pas besoin d'opposer les deux, tu vois. Les deux sont vrais en fait. Oui, c'est vrai Et que je finalement, pense savoir est-ce que c'est l'un qui impacte le plus que l'autre, c'est pas très important, quoi. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de faire ce qu'il faut pour changer, quoi. ouais, je crois que le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui constitue notre subconscient, qu'est-ce qui provoque nos comportements inconscients, que ce soit un héritage purement génétique et évolutionniste ou des milliers d'années de socioculture installées dans notre logiciel. C'est de comprendre d'où Oui, ça vient et de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en soustraire, pourquoi est-ce qu'on doit faire avec et pourquoi est-ce qu'on doit l'accepter et même l'accueillir. Et je parle que ce soit notre part d'animalité, notre part de mammifère ou quelque chose de plus subtil, notre part de toute la partie spirituelle, sacrée et religieuse. Si tu commences à vouloir rejeter l'un ou l'autre, à mon avis, tu fonces dans le mur. Il faut accepter les deux et comprendre comment les deux peuvent se nourrir. Et du ouais, tout coup, à fait. Ouais, du coup, oui, donc t'étais ouais, je sur disais, vas-y. tu lances le copywriting. Oui, et oui, je voulais enchaîner sur le fait que, effectivement, c'est vrai que Tougan, comme toi, vous avez un tempérament d'intellectuel. Donc, de base, pas forcément très bon pour comprendre les humains, quoi.
pour comprendre comment Ouais. est-ce que l'humain fonctionne. Et c'est vrai que avoir un système En fait, je crois que défini, c'est marrant parce que ça aide vachement, quoi. avant de faire tout ce travail sur moi, j'ai toujours été un hypersensible, mais c'est pas que je ne comprenais pas les émotions des gens. En fait, c'est l'inverse du psychopathe. Le psychopathe, il comprend les émotions des gens, il ne les ressent pas. Moi, j'avais Ouais. l'impression de ressentir toutes les émotions des gens autour de moi de façon décuplée. Genre, je rentre dans une pièce, il y a eu un conflit, je le sens tout de suite. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Mais je ne le comprenais pas vraiment. Et j'ai l'impression que plus mon travail sur moi avance, et surtout depuis que j'ai un psy, un très bon psy, ce que je conseille à tout le monde, et ben, j'ai l'impression que je suis de plus en plus égoïste et que je suis de plus en plus moi-même. Et quel plaisir d'être égoïste. Quel plaisir de vivre pour soi. Et Ouais, tout à fait. de pas s'oublier dans la masse. Et du coup, j'ai l'impression d'être de moins en moins sensible, en fait. C'est peut-être le contexte aussi, hein. Je pense que l'instinct de survie fait qu'on s'adapte au contexte, et quand le contexte se durcit, quelqu'un qui a les pieds sur terre, bah, il adapte le curseur altruisme-égoïsme vers l'égoïsme. Ce qui me paraît Ah, logique. là, pour le coup, en fait, c'est lié à ton archétype parce qu'on l'a triché, on a déjà fait une séance pour trouver ton archétype la semaine dernière. Euh, en fait, effectivement, donc, Art Milan, c'est donc un stratège, le NPJ, pour ceux qui connaissent. Et en fait, de base, effectivement, t'es quelqu'un de très rationnel, très sur le futur, très sur le créer des systèmes. Et en fait, t'as un super ego. Le super ego, en gros, c'est l'envers de toi. Et en fait, quand tu passes dans ce mode-là, tu vas faire n'importe quoi et t'es complètement bloqué. En fait, généralement, les gens qui sont vraiment bloqués, qui n'arrivent pas à avancer, c'est qu'ils sont bloqués dans ce super ego. Et pour toi, c'est le côté défenseur. Donc le défenseur, en fait, c'est l'exact opposé de toi. C'est quelqu'un qui va être ultra empathique, ultra sur le fait d'aller aider les gens. Ouais. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tu as été forcé de te suradapter en fait et de vivre en tant que défenseur, ce qui est l'exact opposé de ta personnalité. Alors, c'est pas du tout qui te devrait être naturellement, mais tu as été forcé en fait de te suradapter par rapport à l'environnement. Et donc, bah, tu fais en fait comme un défenseur alors que t'es un commandant, quoi. Ça me Et donc parle. là, tu reviens en mode commandant, quoi. Là, tu En fait, c'est redeviens marrant parce que c'est qui exactement tu es, ça. quoi. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai longtemps été, et je le suis encore, hein, assez terrorisé à l'idée de, par exemple, de faire du porte-à-porte. Genre, je vais toujours trouver un moyen de repousser, trouver une excuse pour ne pas y aller. Je vais toujours Mhm. choisir la fuite. Stratégie de réponse au stress, combat, fuite, inhibition. Le fait d'aller me confronter au rejet en porte-à-porte est une source de stress pour moi. Et donc, je vais privilégier la fuite face à ça. Mais si je me force à y aller, si j'ai pas le choix et que j'y vais, alors systématiquement, déjà, ça va extrêmement bien se passer. Parce que je suis très bon en vente et je connecte facilement avec les gens et je sais exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et donc ça va très bien se passer, je vais avoir des résultats, je vais prendre du plaisir, et quand je vais rentrer chez moi, je vais avoir kiffé. Et toute Ouais. la peur, elle s'est envolée. C'est systématiquement ça. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec la création de contenu. Et comme maintenant je sais que je fonctionne comme ça, bah, je me dis, bon, euh, ce que je veux atteindre, c'est là, je suis là, comment faire pour arriver là? Créons des marches d'escalier. Bon, faire une conférence devant 10 000 personnes, c'est l'objectif pour parler de gestion du stress et pour leur faire comprendre que, en fait, le stress, ça fonctionne comme ça, et que s'ils le comprenaient mieux, leur vie serait plus simple. Bon, ça me fait un peu flipper de parler devant 10 000 personnes. La première marche, c'est quoi? La première marche, en 2018, c'était de me prendre en photo et de me mettre en story face caméra sur Instagram. C'est une petite marche. Déjà, c'était beaucoup pour moi. Ouais, La deuxième marche, c'était clairement. quoi? C'était de faire une story face cam. La troisième marche, c'était de faire une vidéo YouTube. La quatrième marche, c'était de faire une vidéo dans un supermarché où je fais des blagues aux gens, un peu limite, et de la poster et de me prendre des flots d'insultes, tu vois. La quatrième marche, c'était de dévoiler un petit peu mes opinions idéologiques et politiques dans une vidéo YouTube, en ayant rien à foutre de ce que vont penser les gens. La marche d'après, c'était, enfin, tu vois, petit à petit, c'est de m'habituer en fait d'habituer mon cerveau à se dire, ok, tu avais surestimé les enjeux jusqu'à maintenant. En fait, tu ne crains rien, on s'en bat les couilles. Les gens, ils vont rager, mais ils vont faire quoi en fait? Vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire, tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Ça te fait trop peur, crée des petites marches en fait. Et coche ces petites marches une par une et monte. Et du coup, bah, 2022, je commence à faire des vidéos short avec un collègue, un ami qui s'appelle Arthur Homines, qui parle de libertarianisme sur Internet. Je vous le conseille, son contenu est très bon. Arthur Homines, s'il voit cette vidéo un jour, je lui passe le coucou. Qui dit coucou aujourd'hui? Bref. Et je commence à créer des vidéos short. Ouais, c'est l'ouverture. Ça marche un petit peu, tu vois. Et septembre 2022,
À l'époque, j'avais 3-4 000 abonnés sur Instagram, mais c'était un compte où je publiais de la photo, parce que j'ai une activité de photographe à côté, je fais de la photo d'architecture, et ça fait 15 ans que je fais de la photo, donc quand j'ai voyagé en 2019, j'ai pris plein de photos, et donc je publiais plein de photos, j'avais un petit compte qui grossissait, et là, je me dis, bon, début 2022, je me dis, vas-y, je trouve un nom, je cherche pendant des mois, je finis par trouver le nom Adoméos, Ad, aller vers, Homéos, homéostasie, le retour à l'équilibre, donc Adoméos vers l'équilibre. C'était un nom suffisamment large pour englober plein de choses en même temps qui me permettait d'avoir une identité, quoi, un pseudo. Donc je crée ça, Ouais. je change tous mes réseaux, partout je renomme Adoméos, machin, les gens comprennent pas, mais je m'en bats les couilles. Euh, et septembre 2022, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo où l'intro, ce sera une énumération de tous les mots liés au stress chronique. Donc je commence à prendre ma feuille, j'écris les mots et tout. J'écris un script, ça m'a pris une demi-heure. J'ai écrit un script de vidéo, un peu de manière intuitive, instinctive, je fonctionne beaucoup comme ça. Après 10 ans à bouffer du contenu sur la vente, sur la persuasion, la communication, ça sort tout seul en fait. Donc j'écris un script, donc mon énumération de tous les problèmes liés au stress chronique, genre prise de poids, nervosité, perte d'appétit, perte de libido, blablabla. Et ensuite, c'est vraiment un script de copywriting typique, mais je m'en suis même pas rendu compte en le faisant. Donc je fais mon truc avec déresponsabilisation du prospect, c'est pas ta faute, machin, tu savais pas, petite pirouette pour avoir plus de watch time, et appel à l'action à la fin. La vidéo dure 30 secondes, je la publie, c'était le 6 septembre 2022, je m'en souviens très bien. Je la publie, je vais à un shooting photo pour un client, un archi d'intérieur, je sors du shooting, j'ouvre TikTok, c'était ma première vidéo TikTok. J'ouvre TikTok et je vois 7000 vues. Je dis putain, 7000 vues, c'est bon ça commence à partir. Je l'avais publié aussi sur Instagram, la vidéo, elle avait pas fait beaucoup de vues. Et en fait, la vidéo a explosé sur TikTok et mon compte est passé de 0 à 80 000 abonnés. La vidéo a fait 2,3 millions de vues. Elle a été envoyée des milliers de fois. Troubles du sommeil, fatigue chronique, anxiété, prise de poids, nervosité, maux de tête, perte de libido, troubles du transit, douleurs musculaires, perte d'appétit, baisse de l'immunité, nervosité, perte d'énergie, irritabilité, instabilité émotionnelle, troubles de la concentration, isolement, addiction. Ça aurait pu, mais c'est pas la liste des effets secondaires d'un médicament. Cette liste, c'est une partie de ce que peut provoquer un stress chronique s'il est mal géré. On parle souvent de qualité du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, et on oublie la gestion du stress. Donc si tu t'es senti concerné, je t'invite à me suivre, car sur ce compte, je parle justement de comment gérer son stress au quotidien. J'avais pas fait d'appel à l'action pour inciter les gens à se l'envoyer, mais ils l'ont fait tout seuls parce que septembre 2022, on est dans un contexte où c'est la rentrée des classes, il y a la guerre en Ukraine, le pays est en train de s'effondrer en fait. Les gens le sentent, même si consciemment ils veulent pas l'accepter, inconsciemment ils le sentent au fond d'eux qu'ils sont tous dans la merde. Donc en fait ils sont stressés, tu vois, ils sont anxieux. Depuis le Ouais. Covid, les gens ont un problème avec le stress, ils commencent enfin à s'en rendre compte. Donc le timing est incroyable, tu vois. Et la vidéo explose. Je reçois des milliers de messages et tout, truc de fou. Et en fait la même vidéo dans la foulée, genre 10 jours plus tard, avec un petit décalage, elle explose sur Instagram. Et elle fait passer mon compte de 3000 abonnés à 118 000. Et là, Ouais, c'est fou. c'est trop brutal, en fait. C'est trop Et en d'un fait, coup. là, ce que j'entends, c'est effectivement bon, ce succès, enfin cette popularité presque instantanée. Mais en fait, avant, il y a eu 10 ans C'est de ça. galère, de gestion de peur, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, de machin et Il y a de. eu. Donc, ouais, c'est qu'en fait, il y a eu une traversée du désert. Et surtout, il y a eu un moment où tu t'es dit bon, allez, maintenant j'y vais et je vais avancer vers ce que je veux faire en fait. Et là, tu as eu effectivement à un instant, enfin, les clampins diraient de la chance. Ça m'énerve, genre, oui, il a de la chance, mais ferme ta gueule en fait. Le mec, ça fait 10 ans qu'il se bouge le cul. Euh, La chance, et elle après, passe là comme effectivement, ça. c'est l'univers qui fait la synchronicité. Ouais, c'est ça. C'est que il y a l'opportunité, et toi, tu avais la capacité à cet instant de saisir l'opportunité. C'est ça. La chance et les opportunités, c'est la même chose. Elles passent au-dessus de toi, mais si tu tends pas la main, tu t'en auras pas. Oui, c'est ça. Et en Et fait, oui, donc oui, c'est la résultante de 10 ans de cocotte minute qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne, et il manque le petit élément déclencheur. Il manque la petite étincelle de goût, de la confrontation, de courage, tu vois. Et en fait, il manquait juste ça. J'ai même te dire, tu me parles de synchronicité, tu me parles d'univers, parlons de ça un peu. La sensation profonde que j'ai, c'est que ça fait une dizaine d'années que j'ai cette sensation que euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire, j'ai toujours été doué pour, je rencontre quelqu'un et je sais en fait, je décèle un potentiel, je sais ce qu'il a besoin d'entendre, je sais ce qu'il a besoin de faire,
pour révéler son potentiel et pour aller vers plus, vers mieux, vers ce qui le comblerait plus. Et du coup, je passe mon temps à donner des conseils aux gens, même les gens qui me demandent rien. Parfois, ça leur casse les couilles, tu vois. Je passe mon temps à inciter vivement les gens à changer, quitte à faire de l'ingérence dans leur vie, d'être un énorme casse-couille. Parce que oui, je prétends savoir mieux que ce qui est bon pour eux, tu vois. Ouais. Et que la voie qu'il faut que je suive, c'est ça en fait, c'est aider les gens à dévoiler leur potentiel, tout en laissant de côté les gens qui n'ont pas de potentiel, parce que je me suis quand même fait à cette idée. Hein. Faut pas être naïf et croire que tout le monde a un potentiel, sinon on croit qu'on va pouvoir sauver le monde et en fait on croit que l'égalité ça existe et du coup on n'est pas les pieds sur terre. Je dirais que c'est plus qu'il y a des gens qui veulent avancer, d'autres qui veulent pas. Je pense que tout le monde a un destin et une légende personnelle, et qu'il y a des gens en fait qui sont juste trop perdus pour en prendre conscience. Et du coup, Moi je pense essayer de leur que faire prendre conscience, c'est de perdre le temps. c'est ça. En fait, chacun est à un stade de son process et tu peux pas prendre quelqu'un au fond de la caverne de Platon et le mettre en plein soleil s'il n'est pas prêt pour ça. Et le niveau ultime du social skill pour moi, c'est de savoir quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qu'il est prêt à entendre, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à entendre, et qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il entende là maintenant. Tu vois. Et il y a des gens qui n'ont pas cette clairvoyance. Il y a des gens, ils sont pas, c'est pas le moment pour eux en fait. Il y a des gens, ils sont dans une phase de leur vie où ils ont besoin de faire de la merde pour apprendre. Et tu peux pas arriver et leur dire non, faut que tu fasses ça, ça marche pas comme ça. C'est pour ça il faut pas faire de l'ingérence dans la vie des gens, il faut laisser les gens venir à toi. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'avais cette sensation que ce qu'il fallait que je fasse, c'est ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Sauf que j'avais pas suffisamment de confiance en moi et de courage pour le faire, donc ça crée une espèce de tension interne insupportable. Et du coup, j'essayais de réussir dans d'autres domaines. Et dans la photo, ça a réussi, mais ça m'a demandé un travail monstrueux et une persévérance. C'était ultra difficile de percer dans la photo. Et le jour où j'ai eu le courage de faire ce qu'il fallait dans la voie dans laquelle il fallait que je sois, et ben ça s'est fait hyper facilement. Comme si on voulait me dire, ta voix elle est là, tu le sais très bien. Maintenant que tu es dedans, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Je fais une vidéo de 30 secondes, je prends 100 000 abonnés. La photo, il m'a fallu 6 ans pour avoir quelques milliers d'euros réguliers, tu vois. Tout ça pour dire que ouais, j'ai l'impression que quand t'es dans ta voie, quand t'es dans la bonne voie, tout est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de friction. Et en fait, le libre arbitre existe, tu peux choisir une autre voie, mais ça sera plus difficile en fait. Il y aura plus de friction, tu auras plus de problèmes. Tu comprendras pas pourquoi, tu vois. Mais si t'es dans la bonne voie, ça va être beaucoup plus simple. Ça m'a vraiment donné cette sensation. Il y a un livre, effectivement, c'est totalement vrai. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'ai toujours pas lu ça. En fait, il explique que, en gros, quand il est incroyable, faut que tu lises. C'est une dinguerie. Et effectivement, sur le fait qu'il y a des moments où t'es prêt ou pas. Typiquement, moi j'ai suivi la formation de Charles Draper de stratégie de vie pro et perso, et je l'ai regardé il y a 1 an et demi. Je l'ai regardé, je fais ok, c'est cool, et j'ai continué à rien foutre, tu vois. Et là, quand j'étais il y a 6 mois dans la merde de devoir retourner à la maison chez les parents et bosser à l'usine, là je me suis dit bon, peut-être qu'il faut que je me bouge le cul maintenant. Je me suis refait la formation, et là ça a complètement enclenché tout un chemin qui fait que là, je suis aujourd'hui, et je suis parti dans une dynamique complètement différente. Effectivement, en fait, genre, des fois, juste tu as un niveau de compréhension différent, et donc tu vois complètement différemment un message. Puis il y a 1 an, tu étais en mode ouais, ok, c'est cool. Complètement. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. Chance du débutant. Ouais, je crois beaucoup à ça. Du débutant, effectivement, quand tu te mets sur la bonne voie, en fait, comme tu dis, tu vas avoir des synchronicités, tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment, tu vas avoir le bon truc qui se passe, et hop, ça change, quoi. Il faut savoir être à l'écoute de soi-même. C'est pour ça que je considère que le développement personnel, dans sa forme la plus moderne, c'est très dangereux, parce qu'en fait, ça t'apprend à te couper de toi-même encore plus que tu ne l'es déjà, et ça t'apprend à rentrer dans un rôle qui n'est pas toi, et du coup à suivre une voie qui n'est pas forcément la tienne, et tu t'en rends même pas compte parce que t'es coupé de tes propres sensations, et que le seul moyen de savoir si t'es dans la bonne voie, si tu fais ce que t'es censé faire, c'est d'être calme, d'être à l'écoute, pour pouvoir laisser l'information passer de l'inconscient au conscient, parce que ton inconscient, il sait exactement ce qui est bon pour toi, sauf que l'information, si elle passe pas dans la conscience, tu peux pas le savoir, tu peux pas agir en fonction. Le seul moyen de faire passer l'information de l'inconscient au conscient, c'est de calmer le mental. Ça, j'en parle beaucoup, parce que pour moi, c'est la clé là, pour être créatif. J'ai créé un post sur MVG d'ailleurs là-dessus. Donc c'est un post Instagram recyclé, mais bon. Ça fait le taf. Et du coup, quand t'es en mode obsession de l'action,
mes objectifs, la productivité, le machin, je suis une machine, t'es coupé de toi-même, t'es coupé de tes sensations et t'es coupé de ton intuition. Et tu peux pas savoir si t'es à ta place. Ouais. Et je suis tombé dans ce piège, hein, pendant longtemps. Et ouais. En fait, le travail peut aussi être un refoulement. Un Tu refoulement? peux aussi refouler ouais. Enfin, refouler, Ouais, c'est jouer aux jeux vidéo, fumer, boire des ok. cafés tout le temps. Enfin, ouais, Moi, vraiment, en fait, c'est j'appelle ça faire autrement. tout ce qui n'est Mais pas lié à ce que tu dois faire, quoi. Ouais. moi, j'appelle ça autrement. Ouais. T'as cité les jeux T'appelles ça quoi? vidéo, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui souffrent tellement, qui ont un tel vide intérieur, qui sont incapables de se retrouver seuls avec eux-mêmes, sinon ça les fait trop penser et ils sont tellement en souffrance qu'ils osent pas en fait faire de l'introspection. Mhm. Donc ils ont besoin d'être toujours en train de faire quelque chose parce qu'ils sont pas à l'aise juste dans le fait d'être, de simplement Ouais. être. Donc ils ont besoin de s'occuper tout le temps. Écouter un podcast, faire ceci, faire plusieurs choses en même temps, machin, et tout le temps en train de faire un truc pour éviter d'avoir à penser. Différents niveaux. Il y a la fuite. Moi, je me base Oui. souvent sur les travaux d'Henri Laborie, génie français du XXe siècle, vraiment énorme génie. Il faut aller écouter ses interventions sur YouTube à l'époque, c'est du très très haut niveau. Qui a beaucoup travaillé sur le stress, qui nous apprend que quand on est soumis à un stress, on a 3 réactions possibles et non 2. Le combat, la fuite, bien sûr, mais aussi l'inhibition. Et qu'en fait, l'inhibition, le figement, la non-action, c'est ce qui est le plus délétère pour le corps, pour le système nerveux, pour le système cardiovasculaire, tout ça, et que du coup, inconsciemment, on va choisir soit le combat ou la fuite en fonction de ce avec quoi on est le plus à l'aise. Et en fait, pour moi, tout ce qui est procrastination, jeux vidéo, drogue, etc., c'est de la fuite. Quand on ne peut pas fuir physiquement, quand on ne peut pas courir loin des problèmes, courir loin de ce quotidien, de cette vie de merde qu'on déteste, eh ben on va fuir différemment, on va fuir dans l'imaginaire. On va aller se mettre 3 heures sur un jeu vidéo où dans le jeu vidéo on est super puissant, on peut détruire et tuer des monstres et dominer des gens parce que dans la vraie vie on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de se gratifier parce qu'on n'est pas capable d'avoir le courage d'exprimer son besoin de dominance. On est tous des hommes, on a tous ce besoin en nous, sauf certains, mais en général ils écoutent pas cette vidéo, ils sont pas sur cette chaîne, ils écoutent des Ouais. tutos make-up. Et comme on a ce besoin viscéral au fond de nous et qu'en fait dans le monde d'aujourd'hui qui est ultra concurrentiel, on n'a pas forcément les moyens de combler ce besoin dans la vraie vie, ben on va chercher des substituts. Les jeux vidéo, c'en est un très bon. Le drama sur internet, mettre des commentaires de rageux, c'en est un très bon. Klaxonner derrière le mec qui démarre pas au feu vert dans sa caisse quand on est bien à l'abri derrière la vitre de sa voiture, c'est un très bon moyen aussi de se défouler. Et s'évader dans les drogues aussi, tout ça, c'est des moyens de fuir sa réalité. C'est de la lâcheté en fait. Ouais. Moi j'étais un grand gamer pendant des années, Ouais. j'étais extrêmement lâche. Tu vois. Moi, je dis refoulement, c'est effectivement ça. Bah, du coup, ça regroupe toutes ces réactions par rapport au stress. En fait, c'est pas faire ce que tu dois faire, quoi. Exactement. Et oui, le travail peut aussi être une manière de refouler parce que en fait, tu peux être sur l'ordi, faire des trucs, mais ça sert à rien, quoi. Exactement. Il y a aucun impact sur Tu ce que tu voudrais, en fait. tu peux être en train de lire ton 28e bouquin de dev perso et te dire ah j'ai bien avancé. Ben non en fait, t'as juste fait quelque chose Ouais, c'est ça. qui ne te faisait pas peur, dans lequel tu étais 100% confortable et t'as pas pensé, t'as pas fait ce qu'il fallait pour élargir ta zone de confort. Et alors que c'est ce dont t'as besoin, tu vois. C'est ça. En fait, c'est pas confortable de se confronter à l'adversité. À part pour certaines personnes, mais Bah, en genre là, général les j'ai un gens qui exemple. c'est confortable de se confronter à l'adversité, c'est les gens qui ont peu de sensibilité, qui ont peu d'aisance relationnelle, qui sont des bourrins. Enfin, on a tous des qualités et des défauts, tu vois. Ils auront d'autres qualités à développer. Ouais. Je Ouais. donne un exemple très concret, là, c'est un de mes alchimistes, Lucas, là. Lucas, c'est à toi que je parle, je t'ai déjà dit, je le redis. Faire des putains de tableaux avec des jolies couleurs pour essayer de trouver précisément quelle offre tu vas résoudre chez les gens, enfin, chez les gars pour le marketing, c'est une connerie. Appelle-les, tu leur discutes, tu vois avec eux de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui manque, et voilà, enfin, arrête de passer 2 semaines sur de faire des tableaux, là, on s'en fout, ça sert à rien. Je te redis. Donc, et ça, on le fait tous. On le fait tous. De relire des bouquins ou de se dire ah vas-y C'est une catastrophe. et C'est pour ça c'est pire il parce faut. que au moins quand tu joues aux jeux vidéo bon bah t'as conscience que normalement tu fais de la merde mais quand tu fais ça quand tu relis un bouquin pour la 5e fois ou tu fais des jolis tableaux qui servent à rien t'as l'impression de bosser mais en fait non tu bosses pas. En fait, t'es un terrain lâche. Et je pense que pour moi, il y a 2 clés pour réussir à se mettre un coup de pied au cul. La première, c'est de se mettre volontairement dos au mur ou de faire jouer Ouais.
le building public, comme ils disent, ou de, je sais pas, de dire à tes proches, voilà l'objectif, voilà où je vais aller, voilà où j'en serai à tel moment, pour te mettre une pression, ou je sais pas, même être dans la merde financièrement. Moi, c'est dans les moments où j'étais dans la merde financièrement que j'ai le plus avancé. Quand quand t'as pas été habitué à la souffrance et à la galère dans tes premières années de vie, bon bah c'est une bonne chose, mais tu seras moins, tu auras moins les crocs étant adulte. Et donc il va falloir apprendre à avoir les crocs. Et apprendre à avoir les crocs, ça passe par se mettre en difficulté, et ça passe aussi, deuxième chose, par développer une aisance dans la confrontation, dans le conflit. C'est pour ça que les sports de combat, pour moi, sont un outil incroyable. Quand on a tendance à privilégier la fuite en réponse à un stress plutôt que la confrontation, alors il faut rééquilibrer la balance, il faut rééquilibrer le curseur. Et pareil, pour les gens qui ont tendance à réagir de manière trop frontale, qui sont trop dans la confrontation, parfois il faut apprendre à développer il faut apprendre à être à l'aise avec la fuite, à comprendre que la fuite, c'est pas toujours de la faiblesse. Henri Laborie a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite. Ce livre est incroyable, je vous le conseille à tous. Donc, en fonction, faut savoir où est ton curseur. Le MBTI peut vraiment vous aider pour ça. Est-ce que vous êtes plutôt des combattants ou des fuyards? Et il faut ajuster. Il faut être capable de fuir ou de combattre en fonction de la situation à laquelle vous faites face. Et il faut être capable de choisir la réaction que vous allez adopter. Parce qu'il y en aura toujours une qui sera plus adaptée que l'autre. Ce sera pas toujours le combat, ce sera pas toujours la fuite. Tu vois. Et ça passe beaucoup par la gestion du stress, par la connaissance de soi. Et, euh, et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Oui, parce que personne ne l'apprend, quoi. Personne ne l'apprend, donc il est un peu obligé de trouver. Personne ne l'apprend parce que y a pas de volonté de nous l'apprendre. Parce qu'en fait, si tout le monde avait conscience de ça, bah, le narratif il fonctionnerait plus. Dire, le but c'est quand même d'avoir 90% des gens qui réfléchissent suffisamment pour être capables de bosser comme des chiens, mais pas trop pour pas se rendre compte qu'en fait ils se font baiser. Ouais. C'est là que tu vois que le système est quand même très fort parce que il est quand même extrêmement puissant pour faire en sorte que les gens continuent leur vie de merde et sans sortir du cadre, quoi. Donc ils sont quand même Il faut que les gens aient suffisamment à perdre pour ne pas sortir du rang. Mais il faut pas qu'ils aient trop à perdre non plus. C'est comme les impôts à la classe moyenne, tu vois. On prélève des impôts à ceux qui ont quelque chose à perdre. Ceux qui n'ont rien à perdre, on ne peut pas leur prélever d'impôts parce que si on prend de l'argent à ceux qui n'ont rien à perdre, bah, ils vont être dans la rue avec des faux et des fourches, tu vois. C'est ultra subtil, mais les gens qui sont en position de dominance hiérarchique et qui sont du coup prêts à tout pour conserver leurs avantages et leur position de dominance sont des génies de la psychologie humaine et ils nous connaissent mieux que nous-mêmes on se connaît et ils sont prêts à tout. Et ce qu'ils ont mis en place, qui est en place depuis longtemps, dont tu gagnes parle souvent, hein, c'est du putain de génie. Moi, je suis admiratif de tout ça. Ouais, d'un côté, je suis très critique et ça me fait peur, mais d'un autre côté, je suis admiratif et je m'en inspire. Parce que c'est juste les leviers du pouvoir. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce pouvoir? Est-ce que tu vas te gratifier toi-même uniquement au détriment de tout le monde? Ou est-ce que tu vas comprendre que le monde est un jeu à somme non nulle et qu'en gratifiant les autres, tu peux aussi te gratifier toi-même parfois? Pas partout, hein. Les marchés financiers, par exemple, sont un jeu à somme nulle. Mais le business, de manière générale, c'est pas comment on partage le gâteau, c'est comment faire grossir le gâteau et donc faire grossir ma part. Bah, c'est un gâteau que tu passes à l'autre, qui lui-même te le repasse et qui passe à lui et qu'en fait qui revient. Économie de la connaissance, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais et effectivement, le truc, c'est que il y a, on a parlé tout à l'heure de cet aspect génétique et environnemental. Où en fait, effectivement, on est complètement modelé, en tout cas, quelle que soit la cause, par l'extérieur. Et donc, si tu veux vivre ta légende personnelle, on parle là, en fait, ta légende personnelle, c'est quoi? C'est être, ou c'est faire, enfin, il y a toujours l'être d'abord, mais c'est être quelqu'un qui est prêt à suivre sa mission. Parce que je suis certain qu'on a tous une mission, quelque chose à faire sur cette terre. Et donc, si tu veux être et suivre cette mission, en fait, il faut d'abord virer tout ce qui fait que tu es quelqu'un d'autre. Tout ce qui fait que tu es quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui te dit, bah tiens, moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai envie de faire ci. Ça va être le l'être précède l'avoir. C'est d'abord, il faut changer qui tu es, il faut changer tes croyances. On parlait tout à l'heure de, je reprends ton exemple là, d'avoir peur de bousculer quelqu'un. En fait, tu étais quelqu'un qui alors, faudrait voir comment est-ce que le modeler concrètement le truc. Parce que moi, je fais beaucoup ça. En gros, je parle, je fais une espèce de modélisation de tout ce que j'ai comme connaissance en live, en direct, et après, je modèle comme ça. Ouais, c'est pas forcément ultra précis, mais alors, en gros, l'idée, effectivement, c'est cette espèce de
d'être que tu crois être, en te disant, oh là là, si je parle à quelqu'un, euh, je vais me faire rejeter ou je sais pas quoi. En fait, tu es modelé par ce croyance, donc tu es quelqu'un qui est ça. En fait, si tu changes la croyance, tu changes qui tu es, et du coup, tu passes à l'action. Je suis assez partisan de ça et en même temps non, dans le sens où, par exemple, je trouve que le terme développement personnel il est inadapté et qu'on devrait plutôt parler de dévoilement personnel. Et qu'en fait, pour moi, le but du dev perso, Ouais. c'est d'enlever tous les voiles, d'enlever tout ce qui fait que tu as des comportements irrationnels qui ne sont pas toi. Et en fait, c'est se retrouver soi-même, se reconnecter à soi-même, combler le vide. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu peux t'exprimer pleinement. Et déjà, tu peux savoir quelle est ta mission et tu peux essayer de la combler et d'aller dans la bonne direction. Mais tant que tu n'as pas appris à te reconnecter à toi-même, c'est impossible. Tu sais, en psychologie, il y a même ce qu'on appelle la dissociation en psychologie. Ça se mesure avec un chiffre. Et il y a des tests qui permettent de mesurer le niveau de dissociation de quelqu'un. Quelqu'un qui est un schizophrène, qui a des troubles de la personnalité, des troubles dissociatifs de la personnalité et tout, quelqu'un qui va clairement être considéré comme fou, c'est quelqu'un souvent qui a un niveau de dissociation très élevé. Et en général, les gens qui ont un niveau de dissociation élevé, ils vont être plus manipulables, ils vont être moins sensibles à la douleur, ils vont développer plus facilement de l'addiction à l'adrénaline, à la douleur, à la souffrance, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ils vont plus facilement s'identifier à une figure d'autorité, ils vont pas plus facilement suivre des leaders, même des gourous. Dans ma bouche non plus, gourou, c'est pas négatif. La dissociation, elle vient pas de nulle part, elle vient de l'enfance. Et en fait, pour essayer d'expliquer le truc clairement et simplement, pourquoi l'enfant se dissocie de lui-même? Parce que le quotidien auquel il a dû faire face était source de trop de souffrance. Ça peut être de la souffrance physique. Quand tu te prends des coups de ceinture et que tu as 2 ans, ben en fait, tu vas te dissocier de toi-même pour ne pas avoir à supporter cette douleur. Et quand tu as 2 ans et que quand tu chiales, il n'y a personne qui vient te prendre dans ses bras, et ben même chose, tu vas te dissocier de tes émotions pour ne pas avoir à souffrir. C'est un réflexe de survie totalement inconscient qui fait que le gamin survit, sinon il meurt en fait. Mais c'est quelque chose qui persiste à l'âge adulte et qui crée des comportements irrationnels. Et c'est ça qu'il faut réussir à régler. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que le travail le plus efficace, c'est la psychothérapie émotionnelle. Et c'est un travail qui ne peut pas être fait seul. Moi j'ai cru pendant 10 ans que j'arriverais à faire seul ce travail, parce que j'avais beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, et j'en ai toujours beaucoup, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais c'était pas possible de le faire seul, il fallait que je me fasse aider, parce qu'il y avait trop de travail. Donc j'ai bien avancé seul, mais ce que j'ai fait en 10 ans seul, je l'aurais fait en 6 mois en étant accompagné de quelqu'un de compétent, tu vois. Et ça, pour moi c'est la base, c'est vraiment la base. Parce que si t'es trop dissocié, tu peux pas être à l'écoute de toi-même, tu peux pas savoir ce qui est bon pour toi, et tu vas forcément t'embarquer dans un chemin qui est pas le tien. Et tu peux réussir. Si on considère que la réussite, c'est basé sur des critères financiers, tu peux réussir. Mais peut-être que tu seras blindé, mais tu te sentiras jamais comblé, jamais épanoui, parce que tu seras pas là où tu es censé être. Et dernier truc, je veux préciser un truc. Tout à l'heure, je disais que j'ai fait une croix sur l'idée que tout le monde a un potentiel. C'est pas tout à fait vrai. Je vais préciser, je vais nuancer ce propos. C'est important. Il y a des gens qui ont le potentiel de devenir des leaders, de devenir des leaders d'opinion, d'être en position de dominance hiérarchique. Ça passe par la capacité à accaparer des ressources, à développer du patrimoine, à développer de la richesse, à développer de l'aisance relationnelle, à développer de l'influence. Moi, c'est ce à quoi j'aspire. Toi aussi, je pense. Je pense que c'est notre potentiel respectif. Il y a des gens, c'est pas leur rôle. Et donc, leur potentiel, il n'est pas là. Donc, quand je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de potentiel, c'est que je rétrécis mon champ de vision en considérant que le potentiel, c'est forcément ça. Mais c'est pas le cas. Il y a des gens, leur potentiel, c'est d'avoir un petit rôle à jouer dans la société, d'être à leur place, parfois au service de quelqu'un, aux ordres de quelqu'un, et ça leur conviendra très bien. Ils seront faits pour ça. Il faut qu'ils s'épanouissent là-dedans. Ouais, Là où on se trompe, c'est qu'on fait croire à tout le monde qu'ils sont égaux, qu'ils ont le même potentiel et qu'ils peuvent tous devenir des leaders et des chefs. Non, ça n'est pas vrai. De toute façon, je pense que sur cette chaîne, les gens qui regardent cette vidéo, on n'est pas sur un échantillon de population générale. Il y a déjà un écrémage qui s'est fait. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais effectivement, j'allais préciser ça, c'est que la légende personnelle, ça peut être juste ça, d'ouvrir un refuge pour les animaux abandonnés. Voilà. Ça peut être, c'est qu'est-ce qui au fond de toi, qu'est-ce que t'as envie de faire au fond de toi, tu vois. Tu fais ce boulot alimentaire depuis 10 ans et
au fond de toi, cette petite voix qui te dit, tiens, j'ai un rêve, je veux faire ça. Je veux partir faire un tour du monde, je veux, voilà. Et c'est ça l'agent personnel, c'est ta petite voix qui te dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Ouais, toutes les peurs qui disent, non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer si ça, et machin, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent, etc. C'est toutes les peurs qui s'ajoutent. Mais l'agent personnel, ça peut être ça. Voilà, c'est simplement, c'est quoi ta petite voix qui te dit, j'ai envie de faire ça, quoi. Voilà. Et effectivement, comme tu dis, ça peut être très simple. Est-ce que tu es capable de l'entendre, cette petite voix? Est-ce qu'elle est capable de se faire entendre? Et ensuite, est-ce que tu es capable de l'écouter? Et ensuite, est-ce que tu es capable de faire ce qu'il faut pour suivre ses conseils à cette petite voix? Est-ce que tu as suffisamment de réseau? Est-ce que tu as suffisamment de courage? Est-ce que tu as suffisamment d'aisance relationnelle, de capacité d'élocution, de tout ça? Il n'y a que le courage qui compte, le reste, ça vient. Le reste, ça vient. Le seul truc, c'est le courage pour passer à l'action, mais le reste, ça vient tout seul. Ce que je dis souvent, c'est courage, intégrité et fiabilité. Si t'as ça, en fait, tu peux bâtir n'importe quoi, parce que tu peux connecter avec n'importe qui, tu peux bâtir de la confiance avec n'importe qui, tu peux obtenir ce que tu veux de n'importe qui, parce que tu sauras intuitivement ce qu'il faut donner en retour pour que ce soit mérité. Et tu pourras bâtir à peu près ce que tu veux, et connecter avec qui tu veux. Mais courage en premier. Courage en premier, parce que c'est ce qui manque le plus. Et mec, baisse de 30% de la testo en 20 ans. Comment veux-tu qu'on manque pas de courage? Qu'est-ce qui fait le goût de l'adversité, si ce n'est la testo? Parce que tu peux faire de l'auto-hypnose et tu peux te dire, je suis un battant, je suis un vainqueur, je suis un combattant devant ton miroir tous les jours. Mais en fait, quand tu fais ça, ok, tu peux développer un semblant de courage, mais en fait, au fond de toi, c'est pas du courage que tu développes, c'est juste que tu te dissocies encore plus de toi-même, que tu t'auto-hypnoses pour être capable de faire des choses qui sont difficiles pour toi, mais c'est fake en fait. C'est pas comme ça qu'on développe des vraies compétences. C'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'être dissocié, parce que j'avais pas formulé comme ça. Mais des gens, quand je leur parle, je leur dis c'est quoi tes rêves? Ils me disent j'en ai pas. En fait, les mecs sont tellement dissociés, ils sont tellement décorrélés de leur réalité profonde. Ouais. Les mecs, ils ont pas de rêve, quoi. Comment t'as pas de rêve, quoi? Comment t'as pas de rêve, putain? Ou alors, soit ils ont pas de rêve. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est fou. Non, mais c'est fou. Je suis d'accord. Soit ils ont pas de rêve, soit leur rêve, en fait, c'est l'influence qu'ils ont eue dans les 20 dernières vidéos qu'ils ont vues sur Internet. Parce qu'ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand t'es dissocié, tu vas suivre. Tu deviens un suiveur. Tu deviens un suiveur et donc tu t'identifies au désir de la société, au désir de la tendance du moment. C'est pour ça que quand le copywriting devient à la mode, tous les suiveurs dissociés d'eux-mêmes, ils veulent devenir copywriters. Alors que c'est pas ce dont ils ont besoin, c'est pas ce qui est bon pour eux. Et c'est pour ça aussi que pourquoi un gouvernement a tout intérêt à ce que l'éducation crée de la dissociation chez les jeunes? Parce que les gens qui sont dissociés d'eux-mêmes sont plus facilement manipulables, ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils n'ont pas d'esprit critique, ils ne sont pas autodéterminés, et ils suivront ce qu'on leur dira. Ils chercheront un guide suprême. Au hasard, un psychopathe de 45 ans marié à une femme qui a passé sa ménopause et qui fait croire à tout le monde qu'il est là pour leur bien, tu vois. Au hasard. Au hasard, oui. C'est pour ça que c'est pour ça que Brigelli, La fabrique du consentement, incroyable ce bouquin. C'est pour ça que l'école aujourd'hui elle est faite pour on détruit la famille, on détruit la cellule familiale et on crée une éducation nationale qui matrice les gamins pour faire en sorte qu'ils soient complètement dissociés et qu'ils soient facilement manipulables, que ce soit de la pâte à modeler, tu vois. Et quand tu t'élèves contre ça, c'est un danger pour eux. En fait. Et ce mécanisme-là, tu l'observes partout. Et les gens sont de plus en plus dissociés. Donc ils sont de plus en plus... C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé mon activité de coaching. En fait, je me rendais compte que tout le monde faisait du copywriting, parce que c'est le truc à la mode en 2021. C'est le copywriting. Et donc, en fait, tout le monde faisait ça. Il y avait 10% des mecs qui réussissaient très vite, et tout le reste foirait. Et je me dis, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il y a 10% de mecs qui réussissent comme ça et le reste foire? Donc, effectivement, j'ai bossé les archétypes de personnalité. Je me suis rendu compte, en fait, oui, t'as un lien énorme entre ton archétype et ta personnalité, et dans quel business tu vas être le meilleur. Ouais. Et effectivement, en fait, tous les mecs qui faisaient du copywriting alors que c'était pas leur domaine, effectivement, ils étaient dissociés, en fait. Les mecs étaient dissociés, et donc ils n'arrivaient pas à discerner ce qu'eux voulaient. Et donc ils suivaient les rêves d'un autre mec, quoi. Donc ils prenaient les formations d'un autre mec et qui marchaient pour l'autre mec, en fait, pas pour eux. Putain, ça fait sens.
Là, tu viens C'est pour ça d'éclairer tout ce que je fais depuis 3 ans, quoi. avec plaisir. T'as mis le truc exact sur tout ce que je fais depuis 3 ans. Tu vois, Putain, c'est ouf. La personne qui m'a le plus appris sur ces sujets-là, c'est Bhaskar, Hypnomachie. Ouais. Et c'est de la psychologie pure. C'est vraiment, on est en plein dans la psychothérapie là. La dissociation, c'est un truc de psychologue. Et en fait, il y a plein de gens qui comprennent ce concept-là, mais qui lui donnent d'autres noms, mais qui comprennent pas les fondamentaux derrière ça. Ou alors qui vont chercher des explications uniquement mystico-spirituelles. Je condamne pas ces explications, elles sont intéressantes, mais tout ne se passe pas à ce niveau-là. Ça se passe littéralement dans le cerveau des gens, tu vois. Et ça se change. Et d'ailleurs, un petit mot là-dessus, c'est intéressant d'ailleurs parce que bon, moi je suis partisan de la théorie que en gros on s'est incarné sur Terre parce que on avait des choses à vivre dans cette vie-là. Ouais, Et du pareil. coup, si on voulait juste régler des problèmes spirituels, on serait resté des esprits. Donc si on est sur Terre, c'est pour régler les choses physiquement. Tu vois qui c'est? Franck Lobvé. Alors, Pour moi, c'est un des mecs Ouais. qui parle de spiritualité depuis un niveau de réalité le plus fin, le plus complexe. Et lui, c'est trop drôle de l'entendre. Il fait des consultations téléphoniques où il se fait appeler par, je caricature, mais par Josiane, 50 ans, qui comprend pas, elle se pose trop de questions spirituelles, machin. Et il va lui dire, mais Josiane, la vie, c'est fait pour être vécu, en fait. Oui, le spirituel, c'est bien, oui, il faut être connecté, mais il faut être ancré dans le sol aussi. Ça fait 4000 ans qu'ils nous le disent avec ces putains de chakras, tu vois. En fait, si t'es ouvert là-haut, Ouais. mais que t'es pas ouvert en bas, tu vas finir en hôpital psychiatrique. Et si t'es ouvert en bas, mais que tu t'es pas ouvert là-haut, bah tu vas finir pervers psychopathe, multimilliardaire, qui viole une meuf tous les jours et qui domine son pays comme un tortionnaire, tu vois. Ouais. Comment il s'appelle le mec? Franck? Franck Lobvé, Lopvet. Le- Et pour moi, c'est un des mecs les plus intéressants dans la sphère, je vais dire la sphère spirituelle, même si c'est très réducteur, mais c'est un des mecs qui a pris beaucoup de recul. Je trouve qu'il a pris le plus de recul sur les choses et qui a compris les choses de la manière la plus globale. Il est passionnant à écouter. Et c'est le premier à te dire, un peu comme un Papacito, tu vois, qui le dit depuis un endroit différent, Ouais. qui va te dire, je me souviens dans une vidéo, il dit ça, c'est attrape la vie par le col et dit, je vais te vivre, putain, je vais te vivre, tu vois. Genre, sors de chez toi, va faire du stop, va te retrouver au milieu de nulle part dans 20 cm de neige en train de galérer à être obligé d'aller rencontrer des inconnus, te rendre compte qu'en fait ils sont trop cool, qu'ils vont t'accueillir chez lui, tu vas passer une bête de soirée, tu vas rencontrer des gens, tu vas développer des souvenirs incroyables, va t'inscrire à un club de boxe, va parler aux meufs dans la rue, oui ça fait peur, oui tu trembles, oui tu transpires, mais en fait la vie c'est fait pour ça, tu vois. Va faire un saut en parachute, va pas jouer aux jeux vidéo en fait. Va pas détruire le château des ennemis sur je sais pas quel jeu en fait. C'est pas ça la vie, tu vois. Mais plus on est stressé, plus on est inhibé. Plus on est inhibé, plus on a cette camisole de force qui fait qu'on se renferme sur nous-mêmes et on se complaît dans l'inaction, dans le figement. Moi, c'est pour ça que je parle autant de gestion du stress. C'est comment faire pour apprivoiser le stress s'en servir comme d'un outil, comme d'un ami, et ne pas en être sa victime, ne pas en devenir l'esclave, et ne pas le laisser t'empêcher de vivre, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas à cause de ça, à cause du stress, parce qu'ils vivent à un niveau de stress qui est trop élevé par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre. Souvent parce que ils ont des mémoires traumatiques qui font qu'ils surinterprètent tout, et le moindre truc les fait paniquer, tu vois. Oui, et du coup, ils sont dans des boucles, enfin, tout le monde, on a tous des boucles, du coup, de tout qui se répète. Et effectivement, qui sont liés à ça, comme tu dis. Moi, j'ai appelé ça les blessures, avec la définition du bouquin de Lise Bourbeau, là. Effectivement, on parle de la même chose. C'est des souvenirs traumatiques qui font que tu surinterprètes des événements, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, moi j'ai lu Les 5 blessures de Lise Bourbeau. D'un côté, je trouve ça très intéressant, mais je trouve ça dommage qu'elle l'interprète que depuis un prisme spirituel. Je trouve qu'elle est trop dans le subtil, elle n'est pas assez dans le concret, elle n'est pas assez dans la matière, et elle passe à côté de certaines choses, selon moi. Elles sont concrètes. Elles sont très concrètes. Le problème, c'est que souvent... Oui, la solution, c'est concret, quoi. Ah ouais, très concret. Hein. La solution, c'est la psychothérapie, la nutrition, le sommeil, se défouler, avoir un défouloir, sociabiliser,
L'action, ouais. L'action. Et l'argent, parfois. Et après, dans son deuxième bouquin, justement, elle lit comment régler les blessures. Et elle parle justement, elle dit en fait, à chaque fois, elle explique un truc. Elle dit, écris concrètement en dessous. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place pour changer. Donc, elle est beaucoup, enfin, du coup, il est beaucoup plus dans l'action le deuxième. Mais oui. J'ai pas lu, j'ai lu que Oui, le sein des blessures. Mais après, pour revenir un peu sur ce que tu disais là, sur l'état de, en gros, de se forcer à se mettre dos au mur pour avancer. Tu sais, moi, j'ai beaucoup ce schéma-là. ouais. Et ça me saoule, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre de devoir à chaque fois galérer et de me mettre dans la merde pour avancer, quoi. Ça m'énerve. Encore aujourd'hui, là, je me suis dit, je fais un défi. Tant que j'ai pas vendu, je mange pas, tu vois. Et ça me saoule, tu vois. J'en ai marre de faire ça m'énerve. C'est intéressant. De me mettre dans la Non, merde mais pour on est avancer, obligé, quoi. parce que mec, Ouais. l'humain est feignant. On est programmé pour dépenser le moins d'énergie possible. La loi de conservation d'énergie, les principes fondamentaux de la thermodynamique font que l'humain, comme n'importe quel système organisé, complexe, est fait pour consommer le moins d'énergie possible. Dans la nature, les animaux, ils se battent pas entre eux. Ils se battent que quand il faut conquérir une femelle. Autrement, ils se battent pas, c'est une dépense d'énergie trop importante. Nous, on se bat que parce qu'on est trop stressé et qu'on a besoin de se défouler. Ou parce qu'on veut baiser une meuf, comme les animaux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'être feignant. C'est normal de chercher la voie du moindre effort. Ce qui n'est pas normal, c'est de prendre goût dans la souffrance. C'est de s'auto-flageller. Ça, c'est signe de dissociation. Ça, c'est signe on est accro à l'adrénaline, qu'on est accro à la douleur. Ça veut dire qu'il y a un petit souci là-haut qui pourrait être réglé. Mais normalement, on n'est pas censé fonctionner comme ça. Et donc, d'un côté, je suis très partisan de, comme tu dis, de faire des petits jeux avec soi-même, de dire, bon, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas le droit de manger. Parce que c'est retrouver le goût du mérite, en fait. Les choses se méritent. Mais d'un autre côté, il ne faut pas trop en abuser, il faut quand même rester à l'écoute de soi-même. Et par exemple, je ne suis pas du tout partisan de faire du jeûne intermittent tous les jours, en commençant sa journée par une douche glacée, en faisant une diète cétogène et en allant courir tous les jours. Si tu fais ça, tu vas avoir beaucoup d'énergie pendant quelques jours, parce que ton système sera tellement en détresse, sera tellement en mode survie, qu'il va balancer de l'adrénaline à mort. Donc au début, tu auras l'impression que tu es dans limitless, tout est super, tu as une énergie de malade. Mais en fait, au bout d'un mois, tu vas commencer à t'épuiser, tu vas épuiser ton système endocrinien, et tu vas creuser ta dette. C'est comme l'économie en fait. Si tu décides d'être dans un état de surperformance physique et cognitive pendant un mois, tu vas devoir compenser par du temps passé en état de sous-performance. En économie, si tu contractes de la dette, et que tu te retrouves avec 3000 milliards de dettes comme l'État français, tu vas passer par une période difficile pour payer l'addition. Tu vois. Les fondamentaux qui sous-tendent la santé et l'économie, c'est les mêmes. C'est la loi de conservation de l'énergie. Et si tu essaies de te soustraire à ça parce que tu penses que tu es un super-héros et que tu n'as pas de limite, tu finis par te brûler les ailes. Quand tu as 20 ans, tu peux tenir 2 ans comme ça. Quand tu as 30 ans, moi j'approche des 30, en fait, tu commences à te rendre compte que ça marche pas. Donc oui, c'est bien, parce que c'est un très bon moyen de se pousser au cul, mais il faut pas oublier ça reste de la maltraitance. Tu vois. Oui, c'est vrai que je l'ai senti là quand j'étais parti, en octobre, je suis parti 3 semaines faire un trip sans argent dans le sud là. Ah, trop bien. Et c'était excellent, mais ouais, tu sens que tu prends de la fatigue, quoi. Même si je me forçais à rester positif et tout, le corps il mange quand même, quoi. Non, mais de toute façon, on a une capacité, ce qu'on appelle l'hormèse, capacité d'augmenter sa résistance au stress. C'est comme quand tu vas au sport. Tu vas au sport, tu détruis de la fibre, tu vas dormir et manger, tu reconstruis de la fibre. Le corps s'adapte. Ouais. Alors il passe de ce niveau, hop, séance de sport, et il se reconstruit plus fort. Cette capacité d'hormèse, on l'a tous, et il faut l'exploiter. C'est comme ça qu'on devient plus résistant, plus fort, plus sharp. Le problème, c'est que quand on demande trop au système, alors tu réduis tes capacités d'hormèse, tes capacités d'homéostasie, de retour à l'équilibre, et là, en fait, ça devient contre-productif. C'est comme le surentraînement en musculation. Si t'en fais trop, c'est contre-productif. Dans le travail, dans le business, c'est pareil. Et pour être capable d'identifier quand t'en fais trop, il faut être à l'écoute de soi-même. Si t'es trop dissocié, tu ne t'en rends pas compte, tu dépasses tes propres limites, et tu provoques des dégâts irréversibles. C'est pour ça que je dis que la psychothérapie, c'est la base du dev perso, parce que si tu n'as pas fait ce travail, tu n'es pas capable d'identifier tes propres limites, et tu n'es pas capable de te rendre compte quand tu roules en sur-régime depuis trop longtemps. Quand tu roules en sur-régime depuis trop longtemps, tu casses ton moteur.
entre guillemets. Ouais. Autrement dit, tu fais un burn-out, tu te blesses, tu prends des très très mauvaises décisions qui te font perdre de l'argent, ou tu grittes, tu coules ton business, peu importe, mais tu fais de la merde en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. De toute façon, Ça, c'est des l'inconscient sujets trouve toujours le moyen de te niquer si t'es pas adapté, quoi. Et répète, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Je dis, l'inconscient trouve toujours un moyen de te défoncer si ce que tu fais n'est pas adapté, quoi. Exactement. Ton inconscient, il sait très bien ce qui est bon pour toi, et il sait très bien quand tu dépasses tes limites. Alors tu peux les ignorer, donc il va t'envoyer des signaux faibles. Tu vas tomber malade, machin. Et en fait, là, t'as le choix. Soit tu écoutes les signaux faibles, soit tu continues à être obstiné, tu n'écoutes pas les signaux faibles, et bon, bah, quand tu n'écoutes pas les signaux faibles, le corps t'envoie un signal fort, du style tu tombes malade un peu plus gravement, ou tu te blesses, ou tu fais un burn-out, ou il se passe un truc qui t'oblige en fait à faire une pause. Et ça c'est un peu le centre du travail que j'essaie de faire, surtout avec les entrepreneurs, parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entre eux sont tellement dissociés qu'ils deviennent accros à la douleur. Ils savent pas se traiter avec respect, ils savent pas se traiter avec amour, ils sont dans la maltraitance permanente. Et en fait, ils tirent sur la corde à mort, jusqu'à un point de rupture. Tu vois. Ouais. Parce qu'on leur a jamais appris à se traiter avec respect, alors que c'est indispensable. Et tu vois, t'as des entrepreneurs qui réussissent super bien, alors qu'ils n'ont pas eu particulièrement d'enfance difficile, ils n'ont jamais trop souffert. Ils bossent correctement, mais ils savent faire des pauses. Le week-end, ils bossent pas, ils s'écoutent, tu vois. Et ils sont beaucoup plus stables. Puis t'as des mecs qui sont des mecs un peu extrêmes, qui font toujours tout à fond. Ils bossent comme des fous furieux pendant 3 ans. Ils s'épuisent. Après, ils redescendent. Et puis, ça leur plaît. Parfois, ça leur plaît parce qu'ils sont accros à ça. Moi, j'ai été comme ça. Mais il y a d'autres moyens, en fait. Tu vois. Ouais, complètement. Il y a des moyens plus économiques. J'ai même envie de te dire plus écologiques, au sens premier du terme. Je parle pas de climat, là. Ouais. L'écologie, c'est-à-dire la science du logis à la base. Enfin, c'est comprendre quelles sont tes compétences, tes capacités, être lucide par rapport à ça et faire du mieux que tu peux avec les capacités que tu as. Et de toute façon, si tu décides de sacrifier ta santé pour gagner plus d'argent plus vite, loi de conservation de l'énergie, rééquilibrage, bah, tu devras dépenser une partie de cet argent en frais médicaux. Tu vois. Il y a toujours un rééquilibrage. À l'échelle d'un être humain, comme à l'échelle d'une espèce, comme à l'échelle d'une population, le grand remplacement, ce qu'on appelle le grand remplacement, ça n'est qu'une régulation anthropologique à l'échelle de l'espèce humaine. Quand des hommes voient leur taux de testo baisser de 30% avec la propagande, donc côté évolutionniste, et que côté socioculturel, la propagande les transforme en tarlouse, et ben les hommes d'à côté qui sont dans une phase différente du cycle, qui sont dans la phase des temps difficiles de créer des hommes forts, bah, ils viennent prendre leur place. Autorégulation anthropologique de base, tu vois. Ouais, tout à fait. Je divague complètement, hein, mais... Oui, c'est pas grave. Mais effectivement, pour revenir sur le sujet de la légende personnelle, ce qu'on dit là, ça s'applique complètement, c'est que en fait, tant que tu suis pas ta légende personnelle, et ben en gros, tu vas avoir des événements qui vont te dire là ça va pas, burn-out, machin, t'es déprimé, burn-out, ça continue. Et à un moment, en fait, si t'as pas écouté le message, tu vas prendre une claque tellement forte que soit tu crèves, soit en fait tu changes, quoi. C'est ça. Il y a plein de témoignages comme ça où le mec, où la nana, elle raconte que oui, moi j'ai toujours voulu faire quelque chose, mais j'y allais pas, machin, jusqu'à un moment où j'ai failli mourir. Et là, je me suis dit, bah en fait, je vais y aller parce que je peux mourir, quoi. C'est ça. C'est le C'est vrai truc que je dis que ultra classique, quoi. t'as les gens qui croient au libre arbitre, et t'as les gens qui croient qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'on est déterminé. Encore une fois, faut avoir une approche mixte des choses. Ces deux approches-là ne sont pas forcément en opposition. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre, ça existe. C'est juste que tu as aussi une destinée, selon moi, et tu peux choisir de faire autre chose. Juste, ce sera plus dur, il y aura plus de friction. La vie te mettra plus de bâtons dans les roues que si tu es dans ce qui est ta destinée. Là, si tu es dans ta destinée, bah, tout sera plus facile, tu feras les bonnes rencontres au bon moment, tu auras les bonnes opportunités, tu auras l'impression que tout te tombe dessus, que tu as de la chance, tu vois. Non, c'est juste que tu es au bon endroit. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon activité sur la gestion du stress avec Adomeos. Exemple, c'est que des trucs comme ça. Je vais à une soirée le 20 septembre organisée par Alec Henry.
Je vois un mec que je vois souvent en événement, j'avais jamais été lui parler, je veux lui parler. Il y a un autre mec qui passe, le mec l'arrête, et le mec qui passait, je me mets à discuter avec lui. Aujourd'hui, c'est devenu un pote. Et du coup, je viens de créer un produit sur la gestion du stress pour les traders. Parce qu'en fait, j'ai discuté avec ce mec, il s'intéressait à tout ce que je raconte, à la santé, il est trader, il a un fonds d'investissement. Ça l'a branché, il m'a proposé de faire de l'affiliation. Et du coup, opportunité de fou furieux, tu vois. Mais les probabilités que ça arrive, elles étaient ultra maigres. Parce que déjà, je devais pas aller à cet événement. Ouais. Je devais pas aller parler à ce mec-là. Et puis peut-être que le gars, il allait pas passer au même moment, j'aurais jamais discuté avec lui, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Quand t'es dans la bonne voie, des trucs comme ça, il en arrive beaucoup plus souvent. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça. Si quelqu'un m'écoute et qu'il a jamais fait l'expérience de ça, bah, c'est qu'il a jamais trouvé sa voie, je crois. Ouais. Et déjà, rien que le fait qu'on soit en train de faire cette interview-là, parce qu'en gros, c'était marrant parce qu'en fait, j'ai ma communauté qui s'appelle les alchimistes, et en fait, dedans, on bosse les archétypes. Et donc, on a fait une vidéo où tu passais chez Major, on te typait, donc en gros, on était là, bah, analyser les personnalités, etc. Donc déjà, je connaissais par ça. Déjà, Ouais. la statistique que sur tous les mecs, le YouTube français, le mec m'envoie une vidéo avec toi dedans, déjà, bon, pas grand chose. Ensuite, je me dis, bon, allez, maintenant, je me mets au boulot, je me mets sur le groupe MVG de Tougan. Du coup, je te l'ai passé. Parce que si je t'avais pas vu avant, je t'aurais vu passer, bah, j'aurais rien vu. Du coup, je me dis, bon, ouais, je vais vous contacter. En même temps, je me dis, allez, je repars sur mon podcast, je lance le podcast Légende. Et ouais, c'est plein de trucs comme ça. Ou pareil, la statistique que je tombe dessus, c'est. Et en gros, ouais, c'est ce que dit Bachar. Alors, Bachar, en gros, c'est un gars qui, alors, après, apparemment, c'est Bachar al-Assad. un extraterrestre qui channel, en gros. Non, pas Bachar al-Assad, je sais plus comment c'est. Non, c'est en gros, enfin, la théorie, c'est que, en fait, t'as des mondes parallèles et qu'en gros, t'as des aliens qui viennent sur Terre parce qu'ils ont besoin de nous prévenir que si on continue à faire comme on est là, à être trop dans le matériel, etc., le monde va crever. Bref. Ouais. En gros, ce qu'il explique, c'est que, en fait, dans leur monde où eux sont beaucoup plus spirituels, en fait, tout le monde fonctionne uniquement comme ça à la synchronicité. Et en fait, il y a que des synchronicités tout le temps. Parce qu'en fait, ils sont à la fréquence de la synchronicité, ils sont alignés sur l'amour, etc., sur les plus hautes fréquences. Et du coup, ils passent leur temps à être dans la synchronicité. Alors, c'est pareil. On s'en fout. C'est intéressant d'avoir le concept. De dire, putain, il y a un monde possible où, en fait, tu peux toujours tomber sur le mec dont tu as besoin au bon endroit parce que tout le monde est connecté. Et en fait, vu qu'on est tous la même part, de la même conscience, bah, tu tombes sur les bonnes personnes au bon moment. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Et c'est fou, c'est fou J'ai de se une dire. théorie là-dessus. Ouais, vas-y. Là, tu viens de donner l'explication métaphysique. Et moi, je vais donner un peu ma même interprétation du phénomène, mais d'un point de vue évolutionniste. Bon, on a parlé tout à l'heure du concept de jeu à somme nulle ou de jeu à somme non nulle. Le jeu à somme nulle, c'est il y a forcément un gagnant, un perdant, donc si je gagne, l'autre perd, et si l'autre gagne, je vais perdre. Donc, par souci d'instinct de survie, par souci d'accaparement des ressources pour me reproduire, pour avoir toutes les femelles que je veux, ben, je veux la ressource, tant pis pour l'autre. Jeu à somme nulle. Quand on passe à un niveau plus subtil, à un niveau de réalité plus complexe, on accède cognitivement à l'idée du jeu à somme non nulle. Ah oui, mais le gagnant-gagnant, ça peut exister. On peut échanger de l'information, être tous les deux plus riches, ça existe, tu vois. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, disons, je donne des chiffres au hasard, mais disons que 10% de l'humanité a un quotient intellectuel suffisamment élevé pour ne serait-ce que comprendre le principe du jeu à somme non nulle. Je suis peut-être un peu gentil. Disons que voilà, 10% des gens ont cette capacité à comprendre le jeu à somme non nulle. Ça veut dire que 90% de la population ne comprend pas ce principe-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner sur un modèle de coopération dominante. On est forcément sur un modèle où c'est la compétition qui domine. Sachant que la compétition c'est bien, la coopération c'est bien, encore une fois. Ouais. Je condamne ni l'un ni l'autre. En France, on a un QI moyen de 100 points. C'était il y a 20 ans. Je pense qu'il a baissé parce que les Chinois ont déployé TikTok. Et d'autres merdes. Qui viennent pas des Chinois. À un QI moyen de 100 points, il ne faut pas compter sur la population générale pour faire preuve pour avoir la capacité de faire preuve de comprendre le jeu à somme non nulle. Donc moi, ce que je pense, c'est que le monde idéal que tu décris là, c'est un monde qui ne peut exister que dans une population avec un QI moyen de 120-130. Pour arriver à un QI moyen de 120-130, il faut du taf, en fait. Il faut que la ressource soit disponible, il faut que les gens prennent soin d'eux, il faut que il faut plein de choses. Je n'aurai pas le temps de tout décrire là, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on n'y est pas arrivé.
Les zones du monde où le QI moyen est le plus élevé, c'est l'Asie. Il y a plus de coopération en Asie que chez nous. Il y a plus de spiritualité. Les religions sont moins dures. Les pratiques religieuses sont moins dures. Elles sont plus dans la coopération, dans l'amour que d'autres pratiques religieuses, par exemple, qui ont vu le jour dans des régions du monde un peu plus difficiles et où la nature a choisi des stratégies adaptatives différentes, où a privilégié la domination et la guerre plutôt que la coopération. Stratégie adaptative en fonction du contexte. Ça, c'est la base. Frédéric Delavier en parle bien. Mais du coup, je pense que ce que tu décris là, ça n'est pas possible aujourd'hui, et qu'en fait, on est là, tu vois, et si on veut que le niveau moyen il soit là, c'est des cycles. Donc en fait, quand tu es là, des temps agréables créent des hommes faibles, on va replonger, des hommes faibles créent des temps difficiles, et peut-être qu'au prochain cycle, dans 3 siècles en Occident, on va remonter là. Et là, peut-être, on aura un QI moyen de 120 points parce qu'on aura une meilleure éducation, on aura des enfants qui mangent des aliments de meilleure qualité, plus riches en nutriments, qui reçoivent une éducation plus adaptée, etc., etc. Et qu'on aura réussi, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et pour arriver au-dessus, bah, faut repartir, faut qu'il y ait un cycle. Tu vois. Enfin, Ouais, il y a je plein sais de pas si livres je qui mettrais la barre aussi loin que. Je sais pas si je mettrais le truc aussi loin que 300 ans parce que les Oui, cycles vont je quand même de suis plus ça en au plus hasard. vite. C'est long un cycle. Ouais, Parce qu'il faut ouais, quand même passer par les 4 phases. oui. Julian parle souvent, par exemple, du siècle doré des États-Unis au XXe siècle. En fait, ça s'est fait sur un siècle. Il y a eu la guerre. Après la guerre, des temps difficiles créent des hommes forts. C'est nos grands-parents. Ces hommes forts ont créé des temps agréables. Ce qui a créé les 30 glorieuses, c'était des temps agréables. Ces temps agréables ont créé des hommes faibles. Les boomers sont les plus faibles qu'on a jamais vus. Et ces hommes faibles ont créé des temps difficiles. Temps difficiles que nous connaissons aujourd'hui. On y arrive, tu vois. Ça y est, là, l'Occident Oui, vit il est pas depuis encore 40 ans, ça ne peut plus durer, tu vois. Il va falloir payer l'addition. Les temps ouais. difficiles arrivent. En Occident. Dans d'autres régions du monde, ils ne sont pas au même stade du cycle. Et Ouais, c'est clair. des temps difficiles créant de nouveau des hommes forts, et des hommes forts pouvant de nouveau créer des temps agréables, peut-être que le cycle il se fait sur un siècle. Mais de cycle en cycle, en fonction de l'accès à la ressource, de l'accès à l'énergie, loi de conservation de l'énergie toujours, eh ben on peut développer des niveaux de conscience plus ou moins élevés. Niveau de conscience et niveau d'intelligence, c'est très lié. Ça n'est pas une corrélation parfaite. Il y a des gens qui sont moins intelligents cognitivement, qui ont moins de puissance de calcul, mais qui sont plus pacifiques, par exemple. Enfin, je schématise énormément, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est pour donner un peu une approche plus évolutionniste du truc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Je schématise vraiment, vraiment beaucoup. Tout ça pour dire que c'est pas de mal avec, on vivra d'amour et d'eau fraîche. Peut-être qu'au niveau sociétal, c'est pas gérable pour l'instant. Ouais, tu peux quand même le vivre au niveau individuel. Oui, et tu peux le Donc, vivre à des échelles plus restreintes. oui. À des échelles communautaires. C'est un peu l'utopie dont rêvent les gens qui créent des éco-villages. Malheureusement, souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas le principe de hiérarchie, qui rejettent le principe de hiérarchie, alors que la hiérarchie, elle est indispensable dans toute structure. Et que tu peux pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce que si tu fais ça, il y a forcément une prise de pouvoir à un endroit, il y a forcément quelqu'un qui veut prendre l'ascendant. Et c'est normal. C'est anthropologique, tu vois. Faut lire Henri Laborie pour entendre ça, enfin pour lire sur ces sujets-là. Et donc ça marche jamais. Je pense que l'initiateur vraiment, enfin celui qui a vraiment mis l'étincelle au départ, c'était Jean-Marie Corda avec DBL. Là, ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul. Et après, c'était The Reaper. Bah tu vois, peut-être qu'à un certain stade, t'avais besoin d'un coup de pied au cul un peu plus franc. Corda, il met des coups de pied au cul très francs. Il a une approche très brutale. The Reaper, il a une approche un peu plus subtile. Moi, j'aime beaucoup The Reaper, mais je considère qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore réglées. Il le dit lui-même, hein, quand il parle de son profil psychologique, de son approche du trading, de ses soucis avec sa mère, etc. Entre les lignes, il dit très clairement qu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées. J'aimerais bien en parler avec lui. Et tu sens que sa relation aux femmes, par exemple, est pas réglée. C'est sûr que... Elle est très conflictuelle. Enfin, pas conflictuelle, mais elle est... Oui, après, ça n'empêche pas que sur le reste, il est très pertinent. Effectivement, il en est conscient, donc ça va. Oui, au moins il est lucide, tu vois. Au moins il est honnête. Il est courageux intellectuellement. Il n'est pas en mode Adrien Quatennens.
Enfin, tous les hypocrites qui sont dans le paraître et dans la posture politique, tu vois, pour se faire bien voir et se faire inviter. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce projet là d'éco-village, genre, pas forcément en mode bas cool gauchiste, mais j'ai aussi ce truc-là. Bah, c'est aussi un des projets à long terme, quoi, c'est d'avoir Oui, mais pareil. un endroit comme ça avec, C'est quand avec même la montagne, la petite rivière, ta bouffe produite, les potes à côté. bien sûr. Je pense que c'est Bah tu vois, le fonctionnement tribal en fait. Non, c'est clair. C'est pas forcément dans les extrêmes. Dans l'extrême, on fait des partous, on porte des sarouels, ou de l'autre côté, c'est tribaliste, c'est tribal, et tous les mois, on fait un duel à mort pour savoir qui est le nouveau chef, tu vois. Il y a des entre-deux qui sont possibles, ça demande de l'intelligence. Par exemple, ce qu'a réussi à faire Piero San Giorgio, planqué dans ces montagnes suisses avec des bons rapports avec tout son voisinage et tout, c'est assez admirable. Lui, il est quand même vachement plus lucide, il est vachement plus à l'aise avec la vraie nature humaine, avec ce qu'est la vraie nature humaine, que des mecs en sarouel dans des éco-villages. Il a bien conscience que l'humain, par nature, a un besoin de dominance, et il est ok avec ça, tu vois. Il va pas être du genre à refouler son animalité comme vont l'être tous les Oui, bobo-cool, Baba-cool, bobo-cool de base. Après, chacun a ses trucs à refouler et à gérer. Donc, Ouais. j'étais extrême droite machin avant. Ouais. Et là, plus ça va, plus je prends, enfin, Bah, t'es en je train prends de. conscience et moins je le suis. C'est une question de niveau de réalité. Ouais. T'as passé d'un niveau de réalité à un autre. Ouais, Et c'est une question. Alors, ça dépend aussi de ton niveau de stress du moment. Par exemple, euh, plus on est stressé, plus on a tendance à se renfermer sur soi, plus on a tendance à développer de la xénophobie, parce que quand on est stressé, la différence nous effraie. Tu vois? Quand on n'est pas. Plus t'es en bas de la pyramide de Maslow, plus t'es obsédé par le fait de combler tes besoins de base, plus tu vas avoir tendance à développer de la xénophobie, parce que t'as quelqu'un qui te ressemble pas. Par défaut, ça te fait peur, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est normal. Tous nos grands-parents dans les campagnes qui ont connu la guerre et tout, ils sont xénophobes. Je dis pas racistes parce que c'est pas la même chose, on fait l'amalgame, mais pour que tous les débiles puissent comprendre. Là, on n'est pas avec des débiles, donc on va faire le distinguo, mais la xénophobie, c'est juste une réaction, c'est un réflexe de survie. Face à l'inconnu, face à l'incertitude, tu te replies sur toi-même et tu es sur la défensive, c'est normal. De la complexité, ça va avec le fait de comprendre qu'en fait, catégorique. Tu vois? Ouais, tout à fait. Mais Si moi, il y on a 2 reprend ans, une j'étais approche dit, évolutionniste, effectivement, quand t'es dans la savane, dans ta tribu, tu vois une tribu en face qui arrive, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu sais pas si les mecs tu ils vois une veulent te tribu en face, tu massacrer. sais très bien que bon, il y a peu de chances qu'ils viennent pour discuter, il y a de bonnes chances qu'ils viennent pour te trancher la gorge et violer ta femme. Donc en fait, tu vas être sur la défensive. Ouais, C'est évident. Non mais putain, c'est une putain d'évidence. Quand on me dit ouais. le racisme anti-blanc n'existe pas, je me dis mais quel niveau de déconnexion du réel il faut pour être capable de dire ça? Ouais, bah ça, C'est chaud quand même. Mais c'est le ouais. cerveau des gens qui les protège eux-mêmes de l'incertitude. Parce qu'une fois que tu t'es construit un modèle du monde qui te permet de te conforter, tu te dis ah c'est bon j'ai compris le monde donc c'est bon je suis en sécurité. Quelqu'un qui arrive et qui te dit bah non en fait le monde c'est comme ça et pas comme ça. C'est tellement d'incertitude de ça ce que de le penser que ton cerveau te protège toi-même de l'incertitude parce que l'incertitude ça veut dire qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser, ça veut dire qu'il faut dépenser de l'énergie, dépenser du glucose comme dirait Daskar. Et on n'a pas envie de dépenser de l'énergie, on veut l'économiser à tout prix. Donc on va simplifier notre mode de pensée. Tu vois? Et c'est pour ça que le débat ne sert à rien. Parce que Mm-hmm. tu pourras pas changer l'état d'esprit du mec, quoi. Le seul truc qui pourra le faire changer, c'est qu'il se prenne une claque de réel suffisamment forte dans la gueule pour que ils disent putain en fait soit je Exactement. change, soit je crève, quoi. Et il y a deux choses qui freinent le changement de croyance, c'est l'âge. Plus tu avances en âge, plus les frayages neuronaux, comme les sillons d'un 4x4 qui passe dans la forêt, sont profonds, et plus c'est difficile de les changer. Et le deuxième facteur, c'est l'intelligence. Plus tu es intelligent, plus tu as des capacités cognitives, plus tu peux t'offrir le luxe de réfléchir, de dépenser de l'énergie dans ton cerveau pour autre chose que pour des fonctions primaires. C'est pour ça que dans la vidéo que je vais sortir avec Bhaskar à l'épisode 2, il me dit l'intelligence, c'est une queue de pan. L'intelligence, c'est un luxe. C'est juste pour montrer que
tu peux t'offrir le luxe de dépenser de l'énergie pour autre chose que pour la survie. Tu vois? C'est presque une anomalie l'intelligence au sens de l'évolution. Donc la plupart des gens, n'étant pas dotés d'une intelligence hors norme, bah, ils vont se créer des croyances quand ils sont gamins pour les aider à vivre plus facilement, à pas avoir à trop réfléchir tout le temps, à dépenser trop d'énergie bêtement, et ils vont les garder toute leur vie. Donc dire à un mec de 60 ans qu'il pense mal, c'est peine perdue, il va te dire c'est pas à mon âge que je vais changer. Tu vois, cette putain de phrase insupportable. Oui. Oui, ça, Donc oui, le débat ça même marche pas essayer pas. de réfléchir là-dedans. Non, c'est pas possible. Regarde, Tugan raconte souvent une histoire que je trouve Ouais. géniale, qui illustre parfaitement ce phénomène. C'est quand ils ont découvert dans un hôpital que il fallait se laver les mains pour limiter la mort des femmes après les accouchements. Il raconte qu'il y a un médecin Ouais, qui était médecin depuis je sais pas combien d'années, et en fait à chaque fois il accouchait une femme, il se lavait pas les mains, il accouchait la femme d'après. Et il y avait plein de morts par septicémie. Vachement inattendu. Mais à l'époque il connaissait pas ça. Et un jour le mec il s'est mis à se laver les mains entre deux accouchements, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de morts. Du coup il a été voir ses collègues, il leur a dit les gars, j'ai une intuition, j'ai l'impression que quand on se lave les mains, il y a moins de morts. Et ses collègues, ils auraient pu dire ah oui t'as raison, on teste. Mais non. Au lieu de ça, ils ont dit qu'il était fou, ils l'ont enfermé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dire à un mec qu'en fait ça fait 20 ans qu'il tue des gens sans s'en rendre compte parce qu'il se lave pas les mains et qu'il aurait pu faire autrement, ça détruit tellement son système de croyance que ça le met dans un état de panique, tu vois. Et en fait, son cerveau, leur cerveau à ces gens pour les protéger d'un tel niveau d'incertitude, ça fait en sorte qu'ils ont préféré se liguer contre le mec, de désigner comme bouc émissaire et le foutre en tôle pour pas avoir à se rendre compte qu'ils avaient fait de la merde pendant tout ce temps. Tu vois? Oui. Et ça, là, c'est un truc. ce phénomène-là, je l'observe partout. Je sais pas quel est le niveau de censure sur YouTube, il y a des sujets que je vais pas aborder. Mais. Tu voulais parler de la piqûre magique? Ouais, la piqûre magique, ouais, tu vois, quand les gens qui ne voulaient pas subir la piqûre magique se sont trouvés en minorité, et que les autres, par biais d'entraînement, je crois, quand tu t'es fait baiser, en fait, si tu dis à quelqu'un, hey, tu t'es fait baiser, pour se protéger psychologiquement, il veut pas l'admettre qu'il s'est fait baiser, donc il va garder ses œillères comme ça, il va dire, non, c'est pas vrai, je me suis pas fait baiser, c'est pas vrai. Inconsciemment, il le sait, mais consciemment, il veut pas l'admettre. Dissonance cognitive. Et du coup, les réfractaires sont devenus les boucs émissaires contre lesquels tous les autres se sont ligués pour décharger leur agressivité, leur stress, et pour désigner un coupable, et pour se conforter dans l'idée qu'ils avaient raison. Ça, c'est de la psychologie de base, c'est de la psychologie sociale de base, et c'est très lié à la gestion du stress. C'est pour ça que dans la gestion du stress, il y a une vraie dimension métapolitique, et c'est un peu ce que je considère comme étant ma mission, c'est d'aider les gens à apprendre à gérer leur stress, parce que c'est le meilleur moyen de retrouver leur capacité d'esprit critique, leur capacité de raisonnement. Tu vois? Ouais. Si tu es stressé en permanence, tu ne peux pas raisonner. Ton cortex préfrontal il est déconnecté, ton cerveau il passe en mode survie et il réagit que de manière instinctive et émotionnelle. Ouais. J'ai vu un truc très intéressant là-dessus sur les chakras. En fait, les chakras du bas, j'ai pas beaucoup bossé le sujet, mais en gros, les chakras du bas, c'est la peur, c'est la connexion à la terre, etc. Absolument. En fait, quand tu es tout le temps stressé, bah, du coup, ça coupe tout le reste. Et donc, tant que tu es stressé, que du coup, ton chakra du bas, il est pas activé, en fait, l'énergie, elle monte pas, quoi. Et donc, comme tu dis, tu es tout le temps en stress à réagir émotionnellement, etc. C'est génial que tu me parles de ça, on va pouvoir faire la même chose que tout à l'heure. Là, tu m'as donné une explication mystico-énergétique, et maintenant, je vais la relier à une explication purement physiologique. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas opposer les deux. Oui, tout à fait. Les chakras, il se trouve qu'ils sont exactement à l'emplacement de zones clés. Le premier chakra, c'est le périnée. Le deuxième chakra, c'est le transverse, muscle qui est sous les abdos. Le troisième chakra, il est exactement à l'emplacement du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Le quatrième chakra, il est à l'emplacement du cœur. Le cinquième chakra, il est en l'emplacement de la thyroïde. Le sixième, de la glande pinéale. Et le septième, je sais pas. Mais en tout cas, concentrons-nous sur les trois premiers, qui sont les chakras racines. Bref, je sais plus leur nom, mais c'est des chakras qui sont liés à l'ancrage, le fait de vivre dans la matière, dans le concret, tu vois, pas dans le subtil. La connexion. Je trouve que quand t'es stressé, tu te mets à mal respirer, t'as le souffle court. Parce qu'en fait, le corps et l'esprit sont liés, et quand t'es stressé, le corps il va ralentir le rythme respiratoire pour faire augmenter le rythme cardiaque, pour augmenter la pression artérielle, pour que tu sois capable de réagir au stress.
Du coup, tu vas avoir, si tu vis pendant des années en stress, tu vas avoir le diaphragme qui va se tendre. Et comme ton diaphragme va se tendre, ça va créer des tensions au niveau de toute la sphère abdominale et ça va avoir tendance à... Le transverse qui est sous les abdos va avoir tendance à se détendre pour compenser la perte d'amplitude respiratoire. Tu vois? Et tu vas Ok. avoir une perte de sensibilité au niveau du périnée. Et là, on rejoint d'ailleurs les travaux, les formations de Corda sur sexe Tao, puissance sexuelle, etc. Je ne les ai jamais vues, ces formations, mais j'imagine qu'ils parlent de ça. Euh, c'est pour ça que c'est Ouais. hyper important de faire un travail du périnée et du transverse pour retrouver des sensations dans cette zone, pour retrouver une libido. C'est pour ça qu'on parle de chakra, le chakra racine, c'est très associé au sexe. C'est vraiment le périnée, c'est le plancher pelvien, on appelle ça. Et le fait de travailler toutes ces zones, ça permet de libérer les tensions émotionnelles et d'être moins sensible aux effets du stress à long terme, aux effets de l'inhibition de l'action. Et ça se travaille par des exercices de respiration, respiration diaphragmique, respiration en amplitude pour détendre le diaphragme. Ça se travaille par des exercices du transverse pour le retonifier et des exercices du périnée pour retrouver de la mobilité et de la sensibilité à ce niveau-là. Et on est pile sur l'emplacement du premier, deuxième, troisième chakra. Donc là, on se rend compte qu'en fait, Ouais. toutes les découvertes modernes sur la physiologie rejoignent des traditions multimillénaires. Et en fait, les mecs avaient tout compris, tu vois. Et je pense qu'en fait, en gros, ils prenaient des champignons. En fait, ils accédaient à des aspects de réalité où on n'a pas accès directement. Ouais. C'est ce que les Indiens appellent les annales akashiques. En gros, c'est l'espèce de bibliothèque géante avec toute la connaissance de l'univers, avec ce qui s'est passé dans le présent, le passé et le futur. Ça me Ils allaient parle. là-dedans, en fait, du coup, ils chopaient les trucs. Et parce que comment est-ce qu'ils ont pu avoir des connaissances aussi précises de trucs complètement... Enfin, qu'on peut voir aujourd'hui qu'avec des trucs extrêmement précis d'analyse, des outils d'analyse des scientifiques, quoi. Ça Je me me dis, parle. putain, Ça me parle beaucoup. c'est fou, Mais quoi. pareil, annales akashiques, explication métaphysique. Héritage génétique multigénérationnel, explication évolutionniste. Regarde, un animal, il va avoir des comportements instinctifs. Tu te dis, mais d'où ça sort ces comportements? Et s'il y a des milliers de ses ancêtres, de générations avant lui, qui ont développé des comportements qui se sont inscrits dans le code génétique, bah, il va avoir des comportements instinctifs sans même savoir d'où ça vient. Et nous, on a des comportements instinctifs qu'on ne sait pas d'où ça vient. Tous les comportements reproductifs, tous les comportements de choix de partenaires, tout ça, c'est totalement instinctif. Alors on peut se dire, encore une fois, je ne vais pas opposer les deux approches, on peut se dire c'est l'héritage de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils ont grandi dans telle région du monde, où ils avaient telle contrainte, tel problème, donc ils ont développé tel comportement. Donc l'évolution a sélectionné tel comportement, tel trait de caractère pour qu'on soit mieux adapté à vivre dans telle région du monde. Tu vois? Là, on peut partir loin comme ça. On peut expliquer des choses qu'on ne pourrait pas Ouais, c'est expliquer clair. autrement et que des gens vont vouloir expliquer uniquement à travers un prisme métaphysique. Mais les deux sont interconnectés parce qu'on n'est pas juste des tas de viande et d'os. Oui. Tout ça me fascine. On pourrait en Ouais, parler des heures, mais. ouais, ça, on est parti Ah bah pour là, mon longtemps gars, tu là-dessus, m'as clair, lancé. on parle là-dessus. En tout cas, c'était très intéressant. Là, je pense qu'on a vu pas mal de sujets. Grave. Qu'est-ce que tu verrais pour le futur, là? Qu'est-ce que tu planifies? Enfin, comment tu vois la suite de ta légende personnelle? La suite de ma légende personnelle, c'est que j'ai déjà fait un gros tri dans mes activités il y a 2 ans, parce que je partais dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai encore 2 activités qui n'ont rien à voir. Et développer 2 business qui n'ont rien à voir, c'est illusoire, ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, j'aimerais automatiser au maximum et scaler et rendre numériser au maximum mon activité de photographe, en sortant des cours, etc., pour monétiser l'audience que j'ai constituée, pour me libérer du temps et de l'énergie à ce niveau-là, temps et énergie que je voudrais allouer à Domeos, pour en faire mon activité principale. J'aimerais développer plus de produits, plus de formations, plus de cours. Et j'aimerais développer ma communauté plus sur YouTube pour créer du vrai lien dans des formats plus longs sur Instagram où je balance du fast-food, du short de merde. Même s'ils sont bien, ça reste de la merde. Ouais. J'aimerais développer de l'accompagnement et du coaching pour suivre des mecs, des meufs d'ailleurs, mais je pense que ce sera plus facile pour moi de suivre des mecs parce que je les comprendrai mieux. Typiquement des profils d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, investisseurs, traders qui ont conscience que c'est rentable d'investir sur eux et qui vont pas réfléchir en termes de prix, mais qui vont réfléchir en termes de retour sur investissement et de valeur. Donc coacher des mecs comme ça, développer une offre d'accompagnement. J'aimerais développer mon autorité sur ce marché, devenir vraiment la référence dans ce marché, même créer un marché parce que les gens ont plein de problèmes, mais ils n'ont pas conscience que tout ça est lié à la gestion du stress. Les gens ont des problèmes de sommeil, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes relationnels, ils ont des problèmes dans leur rapport à l'argent, ils ont des problèmes, ils manquent d'énergie, machin. Tout ça, c'est lié
à la gestion du stress, à la connaissance de soi. Donc, j'aimerais imposer ça dans le discours. De la même manière que Zemmour a imposé l'immigration dans le discours politique, comme dirait je sais plus qui, Zemmour a servi de brise-glace idéologique, et ben j'aimerais servir de brise-glace thématique dans le milieu des entrepreneurs et mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour dire à tous ces mecs, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous traiter comme des objets, apprenez à vous traiter avec respect et comprenez les grands principes fondamentaux qui sont derrière ce gros sac d'os que vous êtes. Donc devenir une référence, faire des conférences, rencontrer des gens avec qui je peux avoir des discussions passionnantes, contrairement à 90% des gens que je croise tous les jours, qui comprennent pas, qui s'intéressent pas à tout ce que je raconte, ce qui est très frustrant. Il sera déjà pas mal, hein. Et puis en faire ma source de revenu principale. Monter à 20-30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mettre les bonnes choses en place, faire un bon site web, faire de l'affiliation sur des produits dans lesquels je crois, et ensuite réinvestir tout cet argent pour augmenter ma présence en ligne et consécration, avoir un article dans moins de 2 ans dans Libération qui dit que je suis le nouveau gourou du web, ce qui serait vraiment une consécration pour moi parce que ça voudrait dire que j'ai réussi. Voilà, en gros c'est ça. Le nouveau grand méchant du web français. Et ouais, voilà, suivre ma légende personnelle comme tu dis. Pas le grand méchant du web. Non, celui qui met le nez dans la merde, tu vois. Bah, dans Libération, le mec qui te pousse à revoir un peu à modifier tes propres frayages neuronaux, pour ne pas dire tes croyances. Non, puis apporter un peu de complexité, tu vois. Oui. Aider les gens à prendre du recul et à pas s'enfermer dans un dogme. À se rendre compte qu'en fait, ils s'enferment dans un dogme parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont perdu leur capacité de raisonnement. Ils n'arrivent pas à exploiter leur quotient intellectuel parce qu'ils sont trop stressés. Ils ont 130 points de QI, mais ils en exploitent que 80, tu vois. Je caricature. Ils en ont pas tous 130. Oui, mais c'est... Voilà un peu le projet. Bon, déjà à 100, tu peux te démerder. Hein. À 100, tu peux faire pas mal de choses. D'ailleurs, tu peux quand même faire des trucs intéressants. Je te disais tout à l'heure que l'intelligence, c'est un luxe et parfois c'est même un fardeau. Il y a des études qui montrent que le niveau de réussite professionnelle en termes de revenus augmente avec l'intelligence jusqu'à un certain plafond, de 115-120 points de QI. Au-delà de ça, ça baisse parce qu'en fait les gens trop intelligents sont mal adaptés socialement, ils ont peu d'intelligence émotionnelle, ils n'arrivent pas à fit dans ce monde et du coup ils ont moins de réussite. Un mec à 150 de QI, ça va être beaucoup plus difficile de réussir financièrement pour lui qu'un mec à 120. Donc en fait l'intelligence extrême n'est pas forcément un avantage. Ce qui va être un avantage, c'est de développer le goût de la confrontation, d'être lucide, de développer son réseau, de développer sa vision du jeu à somme non nulle. Ça, c'est utile. Et puis de trouver sa légende, comme tu dis, de trouver là où on est bon, là où on va pouvoir performer en faisant le moins d'efforts possible. Faudra toujours en faire un peu, bien sûr. Ouais. Oui, ça. Et c'est vrai que maintenant que tu dis ça, oui, ça reprend ce que tu disais avec la loi de l'énergie, c'est que en fait, là où tu es le meilleur, en gros, c'est là où tu vas avoir le meilleur résultat en dépensant le moins d'énergie, en fait. C'est là où tu auras le meilleur rendement énergétique. Tu vas investir 1, tu vas récupérer 2. En fait, tu peux rouler à côté de la route, dans le champ. Et tu vas abîmer ta caisse. Le but, c'est de te remettre sur la route. La route, elle est plate. Elle te secoue pas dans tous les sens, tu vois. Tu dépenses moins d'énergie. Le rendement est meilleur. Trouve la voie qui t'offrira le meilleur rendement énergétique. Genre, tu dépenseras X calories et t'en récupéreras 2X. On est dans les concepts là, mais... Et le pire, c'est que t'as même besoin de la trouver, en fait. Et la route, elle est déjà là. C'est juste que toi, en gros, t'as une route. On t'a montré la route comme ça, puis tu dis non, je vais aller rouler dans les champs parce que c'est plus drôle, en fait. Genre, j'ai peur d'aller sur la route parce que peut-être que je sais pas. Tes œillères, comme ça, tu vois la route. C'est dangereux, je sais pas. Comme ça, là. Tes œillères, et quand du coup, t'es là, dans le champ, là, tu dis, mais non, y a pas de route, tu vois. Non, je vois pas de route. Et le mec, tu dis de prendre sa main et de faire, comme ça, il voit la route. Je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, qu'en fait, il y avait des autoroutes comme ça où je pouvais prendre du fric gratos et moi, j'étais là comme un con à dire, je vais faire de la merde, je vais continuer à rien foutre. Et on rejoint le concept de prestige au profit. D'ouvrir des œillères, quoi. Ouais. Hein, clairement. Non, faut pas suivre les tendances. Oui, après, il y a plein de matrices sur lesquelles on peut mettre. Plein. Vas-y.
obstiné à suivre les tendances. Ça peut être bien de suivre les tendances et tu peux t'accrocher au wagon d'une tendance en étant dans ce que tu aimes. Par exemple, les mecs qui étaient des artistes, des illustrateurs de génie, bah, ils se sont accrochés à la tendance NFT en faisant ce qu'ils aiment. Ils sont pas devenus marketeurs. Je sais pas, en ce moment la tendance c'est Oui. il y en a plein, mais il y a forcément un moyen de trouver quelque chose que tu peux faire pour t'inscrire dans une tendance tout en exploitant les points forts qui sont les tiens. Si t'es mauvais communicant, tu vas pas décider d'être copywriter. Tu vas aller dans la technique. Enfin, ça me paraît évident, mais. Ah, mais surtout que, de toute façon, la tendance c'est cool, mais le marché il continue à exister malgré la tendance, quoi. Ah oui. T'as beau avoir Uber Eats, c'est un peu les taxis qui existent, enfin voilà. Ouais. Les Et là, il faut comprendre les fondamentaux de l'économie, il faut comprendre que tu ne peux pas inventer un besoin. Même si tu mets tous les efforts du monde, arrête de chercher à créer des besoins, identifie des besoins qui existent déjà. Ils me font rigoler tous les mecs qui créent des business parce qu'ils ont envie de le faire, ça les passionne, mais en fait le besoin n'existe pas. Oui, mais tu vas te casser les dents, mon garçon. J'en suis un peu, parce que la gestion du stress, les gens n'en ont pas conscience, mais je peux raccrocher ça à des problèmes dont ils ont conscience. Genre, t'as du poids à perdre, t'es anxieux socialement, t'as un problème avec l'argent, t'arrives pas à négocier ton salaire, t'arrives pas à aborder une meuf dans la rue, t'as pas d'énergie, t'as du mal à te lever le matin, machin. T'arrives pas à prendre du muscle. Tout ça, les gens, ils ont bien conscience. Tu vois. Si t'es dans un truc dont les gens n'ont pas conscience, trouve un moyen de le raccrocher à un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Et ça, c'est un concept de vente. Ça, c'est les gens qui sont problème aware, donc ils ont conscience de leurs problèmes. Ils savent qu'ils ont un problème, ils en sont conscients. T'as les gens qui sont t'as une classification comme ça. Les gens qui ont un problème et qui sont pas conscients. Les gens qui ont un problème et qui en sont conscients et qui savent quelle est la solution. Les gens qui ont un problème, ils en sont conscients mais ils savent pas quelle est la solution. Et en fait, en gros, un business, il est toujours sur une de ces échelles-là. Et effectivement, il y a des mecs qui ont pas de problème et qui ont un problème et qui savent pas qu'il existe et qui connaissent pas la solution. Et du coup, pour ramener ce mec-là, il faut lui faire prendre conscience qu'il y a un problème et en plus derrière lui faire prendre conscience que la solution c'est toi. Donc faut sortir les rames, quoi. C'est beaucoup plus dur, quoi. Mais bon, c'est possible aussi. Ouais. C'est clair. Donc effectivement, en fait, tu choisis à quel niveau. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu la même chose. C'est faire prendre conscience au mec que en fait, ce qu'il fait depuis 20 ans, c'est nul. Ou ce qu'il fait depuis le business qu'il essaie de lancer depuis 3 ans, en fait, et sur lequel il a dépensé des dizaines de milliers d'heures et des milliers d'euros, etc. En fait, c'est de la merde, il faut pas qu'il fasse ça, quoi. Donc c'est pareil, quoi. Tu dis, en fait, tu fais c'est n'importe quoi, change, quoi. Donc, parfois, tu te poses à de la résistance quand tu veux faire comprendre ça aux gens. Bah oui, c'est sûr. Alors, il faut avoir des gros moyens à déployer pour tu remets en cause son... Si tu as des millions et des millions à déployer en communication, tu peux aider les gens à prendre conscience d'un problème. Mais en fait, gagne ces millions en répondant à un problème dont les gens ont déjà conscience. Et ensuite, si ça te tient à cœur d'aider les gens à prendre conscience qu'ils ont un problème, bah, tu pourras dépenser cet argent en communication. C'est un peu ce que je vais faire. Hein. Parce que tous les mecs entre 18 et 30 ans, ils n'ont pas conscience qu'ils ont des limites et qu'il faut qu'ils gèrent leur stress. À partir de 30 ans, ils s'en rendent compte. Mais entre 20 et 30 ans, ils sont dans l'excès de confiance. Ils pensent qu'ils sont des super-héros et qu'ils n'ont pas besoin de moi, tu vois. La plupart. Ouais. Mais moi, je sais qu'ils ont... Tu vas d'abord targeter les mecs qui ont conscience du problème. Et après, tu vas prendre le reste. Bah, c'est ça. Je pense que la bonne stratégie dans mon cas, c'est de faire du mass market, de générer des revenus en apportant des solutions à des gens qui sont en détresse psychologique, qui ont bien conscience de leurs problèmes, même si c'est pas le public qui me stimule le plus. Hein. Et derrière, quand j'aurai les moyens de targeter des entrepreneurs avec des pubs, de faire des podcasts avec des mecs qui pèsent, de faire des conférences, d'être vraiment visible, de les atteindre, peut-être qu'ils écouteront le discours. Et puis le jour où ils auront 30 ans et qu'ils commenceront à avoir des problèmes hormonaux, à pas pouvoir se réveiller le matin et à commencer à prendre du poids alors qu'ils font du sport, là ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a un problème. Et qu'en fait l'excès de confiance, ça s'arrête au bout d'un moment. Oui, ça marche pas à l'infini, quoi. Non. Clairement. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Je mettrai ton Banzai en description. Un mot de la fin, c'est réapprenez à vous traiter comme des êtres humains et arrêtez de vous traiter comme des objets. Nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des systèmes complexes qui répondent aux lois de la physique, aux lois de la biologie. Et le meilleur moyen de performer et d'atteindre vos objectifs, c'est pas de nier tout ça, c'est de l'accepter et de
de deal with. Même si ça implique de perdre, de faire une croix sur cette image de super-héros à laquelle vous vous attachez tant. Et arrêtez de boire du Red Bull, bande d'enculés. Vous faites du mal. Putain de Red Bull, j'en veux plus. C'est vrai. En tout cas, c'était super intéressant. Mot de la fin, si t'as pas encore trouvé ta légende personnelle, tu peux aller cliquer sur le lien Bonsaï juste en dessous, où tu pourras trouver la formation pour justement trouver ta légende personnelle, formation gratuite que je t'offre. Et tu vas pouvoir profiter pour, en fait, tu auras tous les éléments pour réfléchir et avoir vraiment la bonne angle de lecture sur toi pour comprendre ton archétype, comprendre qui tu es, comprendre ce que tu veux vraiment, comprendre quel business tu peux faire pour pouvoir en fait enfin trouver quelque chose qui est aligné avec toi et pas, comme on le disait, sur la dernière tendance ou te dire bah tiens tel entrepreneur fait ça, je vais faire ça aussi pour te retrouver en fait. Donc, je te laisse cliquer dans la description. Artilan, c'était un vrai plaisir de t'accueillir sur cette chaîne et ce sera au plaisir pour moi aussi. de venir sur la prochaine fois pour chez toi. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut les gars.